Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on reçoit Guillaume Meurice. Alors Guillaume c'est un écrivain, un humoriste et un animateur radio, mais c'est surtout quelqu'un qui a du mal à garder un emploi. Viré en 2015 de Canal+, viré en 2022 de la maison d'édition Editis et viré en 2023 de France Inter où il travaillait pourtant depuis 12 ans. Clairement, à Pôle emploi, maintenant, il y a une chaise à son nom et à chaque fois qu'il revient, la conseillère l'attend avec un café, elle lui dit: encore vous, monsieur Meurice? Encore une blague de gauchiste qui a pas plu à un vieux bourgeois blanc? Vous voulez pas essayer autre chose? Je sais pas. Vous plaindre des réseaux sociaux, des jeunes et du wokisme comme tous vos confrères qui ont aucun talent? Mais Guillaume Meurice, il mange pas de ce pain-là. Faut dire qu'il vient d'une famille modeste et que depuis son premier poste à la radio en 2012 dans l'émission On va tous y passer, il s'acharne à faire vivre un humour politique engagé et qui vient gratter les puissants là où ça leur plaît pas. Un humour que sa collègue Charline Vanhoenacker a très justement surnommé du comique d'investigation parce qu'il mélange journalisme, critique politique, micro-trottoir et vannes bien placées. Un humour politique donc qui n'épargne personne et qui ne se laisse pas censurer et que Guillaume préfère d'ailleurs appeler de l'aïkido sémantique parce qu'il utilise les arguments de ses interlocuteurs et les retourne contre eux tel un Steven Seagal de l'humour. Mais Guillaume, c'est aussi un auteur prolifique qui publie autant des romans, des essais, des BD ou des cahiers de vacances. C'est aussi un humoriste qui fait des seuls en scène à travers toute la France. En gros, c'est un mec occupé et on est super content qu'il soit avec nous aujourd'hui. Du coup, Guillaume, merci d'être là et on va passer tout de suite à ma première question. J'ai lu que tu disais que quand t'étais jeune, t'enregistrais les humoristes de France Inter sur cassette pour réécouter leurs passages. Comment tu expliques cette fascination que t'as eue du coup plutôt jeune pour l'humour et pas pour n'importe quel humour, plus précisément pour la satire politique? Ah ah, rentrons directement dans le vif du sujet. Bon, je pense que en tout bon mec qui s'intéresse à la sociologie, il y a quand même une filiation parce que mes parents écoutaient France Inter, ils écoutaient des émissions humoristiques. Alors à l'époque, c'était Ruquier, ça s'appelait Rien à cirer. Mhm. Et le poste, moi j'avais pas la télé quand j'étais gosse, donc le poste de radio était toujours allumé, souvent sur France Inter, et je tombais dessus parce que je traînais dans le salon, je voyais mes parents se marrer. Donc voilà, dès le plus jeune âge, j'ai été biberonné à ça. J'ai commencé à un petit peu tendre l'oreille pour savoir qu'est-ce qui les faisait marrer. Et puis j'ai commencé vraiment à me marrer avec eux. Assez jeune, hein, quoi. Et puis après, bah oui, on avait des cassettes à l'époque. Mhm. Des cassettes audio. Et on pouvait enregistrer. Donc j'enregistrais les émissions. Et je me les repassais. Et j'ai jamais eu comment dire, de snobisme en humour. J'écoutais vraiment tout. À l'époque, il y avait un mec qui s'appelait Jean-Jacques Vanier qui faisait de l'humour très très absurde, qui me faisait bien marrer. Après, évidemment, il y a eu Didier Porte et compagnie, qui était de l'humour plus politique. Mais j'ai eu des parents, voilà, j'avais des parents qui étaient déjà intéressés par la politique, on va dire, dans les grandes Mhm. largeurs, quoi, la chose publique. Donc ça discutait beaucoup à table. Ils lisaient Charlie Hebdo, le Charlie Hebdo d'avant. Canard enchaîné, quand il y a eu les Guignols de l'info et que j'ai finalement fini par avoir la télé, on regardait les Guignols de l'info, donc vraiment j'ai baigné là-dedans. Donc j'ai pas tellement de mérite, c'est pas tellement un truc que j'ai découvert, c'est même pas du tout un truc que j'ai découvert sur le tard, Mhm. c'est un truc que j'ai eu depuis tout petit. Mais c'est marrant que ce soit autant sur le politique, là où dans l'humour, ben, la plupart des gens, ils iront peut-être plus sur le stand-up, un peu plus mainstream, peut-être moins engagé, et que toi, même jeune, tu vois, t'es cette envie de te dire, ah non, je vais aller sur la satire, sur le truc politisé. C'est une galère quand même, l'humour politique. Faut comprendre Ouais. l'actualité, faut la connaître, faut la tourner en dérision sur des sujets qui sont un peu des poudrières. T'en as fait l'expérience plus tard. Et du coup, c'est quand même pas anodin comme choix, j'ai l'impression, non? Oui, mais parce que c'est pas un choix, je pense. Hmm. C'est plutôt à l'inverse. J'ai eu cette envie de dire des trucs, et mon média, disons ma manière la plus évidente pour moi de le dire, c'était en faisant des blagues. Donc ça marchait plutôt dans ce sens-là. Peut-être que si j'avais pas eu ce média-là ou cette éducation-là, j'aurais été journaliste ou des choses comme ça. Enfin, on saura jamais, évidemment. Hmm. Mais c'est plutôt dans ce sens-là que ça marche. En tout cas, quand j'écris des choses aujourd'hui, qui peuvent être assez variées, comme tu l'as rappelé, je me demande toujours qu'est-ce que j'ai envie de dire. Et après, je me dis quelle est la meilleure façon de le dire. Et quand c'est des blagues, je le fais avec des blagues. Et quand c'est pas des blagues, je le fais sans blague. Donc, je me suis jamais dit. En fait, j'ai jamais eu d'ambition. J'ai jamais eu la volonté d'être humoriste. J'ai jamais eu rêvé d'être humoriste. J'allais voir les spectacles. Alors moi, j'ai grandi à la campagne, dans un tout petit bled à côté de Vesoul. Donc, je traînais ma mère au théâtre Edwige Feuillère pour aller voir tous les spectacles. Alors, ça s'appelait pas du stand-up, mais bon, tous les comiques qui passaient là-bas à l'époque. Donc, vraiment, j'adorais ça. Mais jamais je me suis dit, un jour, je serai sur scène et je serai comme eux. J'avais pas du tout cette ambition-là, ni ce rêve-là.
J'ai toujours d'ailleurs assez peu d'ambition et assez peu de, assez peu de rêves et assez peu de projections. Mais donc je C'était me quoi ton suis. rêve d'enfant, le truc, t'en avais un quand même, un truc que tu te voyais faire, même Pas si c'était trop. pas un métier, tu vois, genre un truc même un peu absurde. Non, vraiment pas trop. C'est marrant parce que Hmm. quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, tiens, c'est rigolo d'avoir grandi vraiment sans. Mais encore maintenant, hein, tu me demandes où j'en serais dans 2 ans. Bah, d'ailleurs, force est de constater que j'ai bien eu raison de pas faire de projection, mais, mais j'en sais rien et je m'en fous. Et j'ai toujours eu ce truc-là. Après, j'ai aussi grandi dans une famille, comme tu l'as dit, qui avait peu de thunes. Mes parents ils travaillaient beaucoup et tout, mais assez aimante et assez protectrice. Donc, c'est aussi un luxe d'avoir eu ces parents-là et de savoir qu'ils auraient été là pour moi quoi qu'il arrive. Hmm. C'est une petite anecdote, il y a un mec qui a fait un livre sur les transfuges de classe, c'est un petit peu à la mode en ce moment, et qui m'a demandé, donc il faisait des chapitres, et il m'a demandé, parce qu'il m'a dit, tiens, j'ai lu que tes parents étaient plutôt d'origine modeste, et je lui ai dit non, parce qu'en vrai, moi, je me sens pas transfuge de classe, dans le sens où, tu vois, comme je te dis, j'avais pas la télé, mes parents étaient 68 arts, ça lisait beaucoup, je me sens quand même issu d'une certaine bourgeoisie culturelle. J'étais Hmm. entouré de bouquins, tu vois, ce qui n'était pas le cas chez mes potes quand j'allais jouer avec eux dans leur baraque, dans les lotissements. Donc je me sens pas le gars qui vient de rien et qui a réussi et qui aujourd'hui a un micro qui fonctionne parfaitement, ce qui fait qu'on m'entend très très bien sur Twitch. Après, je pense Mais la bourgeoisie j'ai culturelle, eu le luxe, la j'ai eu le luxe bourgeoisie. de pas Pardon? tant avoir à me poser la question. Pardon. Ouais, non, je disais, j'ai eu le luxe je disais ça parce que je voulais te dire, j'ai eu le luxe de pas j'ai l'impression de ne pas m'être trop posé de questions en me disant, de toute façon, je trouverai toujours bien un truc. D'ailleurs, j'ai fait un DUT de gestion en me disant, bah, au pire, je trouverais bien un boulot d'aide comptable, je sais pas où. Enfin, ouais, je m'en foutais un peu. Je m'en fous toujours un peu, d'ailleurs. Mais je voulais juste rebondir sur le terme bourgeoisie culturelle. Je pense que du point de vue de la sociologie, un bourgeois culturel, c'est quand même quelqu'un qui, c'est pas juste avoir accès à des livres ou des choses comme ça, c'est avoir accès aux bons livres, aux bonnes références qui sont celles Oui, attendues des dominants. Et je pense que du coup, c'est quand même pas si simple, tu vois. C'est pas juste avoir je suis eu un peu quelques dur avec bouquins chez moi-même, soi, ouais. ça suffit pas, quoi. Oui, oui, oui. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Le contexte n'était pas celui des potes que je pouvais Ouais, fréquenter à ouais, l'époque. ouais. D'ailleurs, Je pense que je me des fois, on a sentais. tendance à noircir aussi le tableau, tu vois, dans des classes sociales avec une image, tu vois, parfois, classe populaire, il y a aucun livre, forcément, ou une espèce de culture qui serait que culture foot, bagnole, ou je sais pas quoi. Ouais, ouais. Et en fait, je pense que la réalité sociologique, elle est beaucoup plus nuancée que ça, et que, bah, en fait, de la lecture, il y en a dans tous les milieux sociaux, la transmission de savoir, il y en a dans tous les milieux sociaux. Simplement, voilà, c'est la question du savoir légitime et du savoir qui va avoir Hum, une reconnaissance publique ou pas. Mais ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est quand même que même si tu as cet accès à la culture, t'as pas cet accès à la sécurité qui fait que se lancer dans une vie de saltimbanque, tu vois, c'est facile. Et tu choisis quand même, parce que tu dis oui, bon, j'ai quand même fait mon truc de gestion, tout ça, mais tu choisis quand même à un moment donné d'aller vers l'humour. C'est pas un pur accident, tu vas quand même aller vers ouais. le cours Florent, je crois, puis Ouais, essayer de vivre de tes blagues, quoi. ouais, mais je le fais en me disant, tiens, si je faisais ça, qu'est-ce que ça ferait, quoi? Donc, je m'inscris au cours Florent à 21 ans. J'ai jamais fait de théâtre avant, mais je me dis, tiens, il y a peut-être un truc sympa. Bon, il y a quelques personnes quand même qui me disaient, tu devrais faire du théâtre parce que j'ai toujours été un peu grande gueule, un peu clown de la classe, etc. Mais bon, ça suffit pas pour faire un spectacle. Et donc, je vais tenter ça. Moi, je suis un peu un gars qui tente des trucs. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure en intro que je fais pas mal de trucs, mais c'est parce que j'ai Mm. pas, comme je te dis, j'ai pas tellement l'ambition de faire des trucs exceptionnels. Enfin, juste moi, je veux m'amuser et donner mon avis, mais comme toute personne qui pratique une activité artistique. Là, je me suis dit, tiens, théâtre, et puis ça m'a plu, ouais, ça m'a tout de suite plu. Je me suis inscrit, j'ai commencé à faire une espèce de stage, là au départ, t'as une espèce de stage à faire et ça m'a tout de suite régalé. Et après, j'ai vécu 3, 4 ans même, parce que j'étais assistant d'une prof à quatrième année. Et me suis vraiment beaucoup amusé. Et même en sortie de cours Florent, j'avais toujours pas écrit le texte pour aller sur scène. C'est encore une fois une copine qui m'a dit mais tu devrais faire ça, t'as toujours les rôles marrants et tout. Pourquoi t'écris pas un spectacle ou pourquoi t'écris pas 10 minutes que tu vas tenter sur les scènes ouvertes. À l'époque, ça s'appelait pas les comédie clubs, on appelait ça les scènes ouvertes. Et puis c'est ce que j'ai fait. Mais tu vois, ça s'est un peu toujours passé comme ça. Je me suis jamais dit, tiens, il faut que j'aille ici. Quel est le meilleur moyen, quel est le Mm. meilleur chemin, tout ça. Ouais, tu te laisses porter.
Mon Mais storytelling est nul, hein, j'en ai bien non, conscience. Hein, mais je c'est devrais pas vraiment nul, écouter un c'est truc, hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Moi, je trouve justement tomber sur un on vit clown dans qui un nous monde. dit- On vit dans un monde de la compétition, de la réussite, où on nous dit oui, il faut vouloir se battre pour pouvoir obtenir Ouais. tout, nanani, nanana. Et toi, finalement, tu nous racontes autre chose. Tu nous racontes quelqu'un qui, sans avoir la sécurité financière d'un grand bourgeois ou quoi, ben, va quand même prendre des risques, ceux de se laisser tenter, d'essayer de faire des choses, etc. Sans pour autant être dans un truc de guerre contre le monde entier, méritocratie, je sais pas quoi, où tu sacrifies tout non plus. Et finalement, bah, ça aboutit à quelque chose de plutôt stylé. Donc, je crois que c'est aussi peut-être un. T'en avais fait un bouquin d'ailleurs de ça, un contre-modèle du Oui. modèle de la grande réussite, quoi. Ouais, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Petit éloge de la médiocrité. Mais j'ai pas l'impression d'avoir pris des risques, hein, moi. Mm. J'ai eu l'impression de. Parce qu'en fait, je me suis toujours dit, bah, je trouve. En fait, je suis assez heureux en règle générale sans avoir besoin de validation sociale ou ce genre de choses. J'ai l'impression, quoi. Bon, j'en ai besoin comme tout le monde, évidemment. Je vis pas tout seul dans la forêt. Mais je cours pas après ça, disons. Donc, j'ai jamais trop sollicité ce qui m'arrive aujourd'hui et je trouve ça très cool. Hein. Attention, l'idée n'est pas de dire je suis très extérieur à tout ça, pas du tout. Je kiffe à fond et c'est super. Mais c'est pas un truc que j'ai voulu. Donc, je sais que si je l'avais pas ou quand je l'aurais plus, ça me manquera pas. Donc, Tu si crois que tu tu me dis, serais. T'aurais fait de la comptabilité finalement, tu crois que tu serais genre en mode, ouais, oui, franchement, trop bien. je pense, enfin, si j'avais eu une vie à côté, je sais pas, des potes, enfin, une vie que chacun estimera comme il voudra, mais une vie simple, on va dire. Les gens disent une vie simple, moi je trouve que c'est une vie riche, mais bon, bref. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que quand je me fais virer, comme tu l'as rappelé aussi, pour moi, j'ai pas l'enjeu de m'agripper à un poste le plus longtemps possible. Donc souvent, les gens sont surpris. Souvent, mes patrons, ceux qui me virent, ils sont surpris. Et de ma réaction. Parce que je dis non, mais moi, en fait, ma boussole, c'est pas tellement j'ai envie de rester là le plus longtemps possible. S'il vous plaît, gardez-moi, je vais faire tous les efforts possibles, je vais me soumettre, vous inquiétez pas, je vais m'excuser. Je suis pas comme ça, je dis ah bon, bah non, moi, ma proposition c'était celle-là, vous m'avez embauché pour ça, il me semble que soit vous vous êtes trompé, ou soit vous êtes malhonnête. Bon. Enfin, j'ai ma petite idée sur la question. Donc voilà, mais moi là-dedans, je vais aller faire autre chose. Vous inquiétez pas pour moi. D'ailleurs, j'ai beaucoup dit ça pendant ma fameuse polémique. J'ai beaucoup dit aux gens, vous inquiétez pas pour moi, inquiétez-vous plutôt pour la société, pour le coup, là, pour l'état du débat public et de la censure. Ça. Mais peut-être qu'on en Mais parlera justement, plus tard. tu dis que tu prends pas de risques, mais quand on regarde ton travail d'humoriste, tu vas prendre une direction dans l'humour très rapidement dans ta carrière, qui est quand même pas celle que prend tout le monde. Toi, tu as écrit que tu considérais que ton travail d'humoriste permettait de tourner en dérision, je cite, ceux qui oppressent, tuent, pillent et détruisent chaque jour au nom du pouvoir et au gré de leurs ambitions personnelles. D'ailleurs, dans tes livres, toi, tu as souvent mis, on pourrait dire, un peu ton personnage public en miroir avec ceux des personnages de tes bouquins, où il y a la figure pas mal du fou, celle du bouffon qui fait face aux puissances, et même un bouffon du roi Triboulet qui est au centre de ton deuxième livre, Le Roi n'avait Paris. Et dans ton premier livre, Cosme, je sais pas comment faut le dire, Cosme, ouais. Cosme, tu écrivais déjà, disons que parfois les fous font trembler les rois. Est-ce que pour toi l'humour c'est quand même pas forcément un rapport de force, une espèce de guerre de classe, et est-ce que ton risque tu le joues pas là, c'est-à-dire en allant au conflit, là où beaucoup choisissent justement de ne rien dire, quoi. Oui, mais ça va revenir un peu à ma réponse d'avant, mais en fait, dans ta question, tu t'induis le fait que c'est un choix que j'ai fait de partir plutôt sur ce type d'humour plutôt qu'un autre. Mais comme je te disais, c'est pas vraiment un choix dans le sens où je me suis pas dit j'ai envie de faire de l'humour et d'être un stand-upper connu, voyons quel chemin est le plus efficient et efficace pour moi. Je n'ai jamais dit ça en fait. Moi, je me suis mais sans parler de réussite, je veux dire, il y a quand même un truc viscéral en toi de dire je vais à la bagarre, tu vois, sur des sujets sociaux et tout, tu vois. Oui, le conflit me dérange pas du tout. Au contraire, ça m'intéresse. Je trouve ça assez stimulant les gens qui sont pas d'accord avec moi. Outre les insultes, qui m'atteignent assez peu, tu vois, je répondais beaucoup aux mails d'insultes à un moment donné. Là, j'en ai eu beaucoup ces derniers temps, donc j'ai un peu lâché l'affaire. Mais ça m'intéressait vraiment. Alors j'ai un peu le goût du débat, tout ça, le goût de la discussion, mais ça m'intéressait quand même de savoir pourquoi la personne avait pris 5 minutes de sa vie pour m'insulter, trouver mon mail, etc. Donc j'avais envie de discuter avec eux, au-delà du fait qu'ils m'appellent fils de pute. Je disais, bon, bah, bonjour à toi aussi. Dis-moi quand même, qu'est-ce qui t'a déplu? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu cet élan-là? Vers moi, mine de rien, tu as été vers moi. Donc discutons. Ça m'a toujours intéressé, j'ai jamais eu peur de ça, bien au contraire. Mais je sais plus du tout quelle était ta question. Pourquoi j'ai ce goût-là? Non, parce que je pense que
humoriste fait avec ses, enfin chaque personne. J'aime pas trop le mot artiste, donc je dis souvent aux personnes qui pratiquent une activité artistique, ce qui est horrible parce que c'est beaucoup trop long comme expression. Mais chacun fait avec ses obsessions. Moi, mes obsessions, c'est quand même beaucoup les rapports de domination, qui est un truc qui m'échappe complètement. J'ai du mal à comprendre comment quelqu'un, parce qu'il a mis une cravate et qu'on l'appelle Monsieur le ministre, permet autant de choses. Enfin, j'ai toujours vu, moi, j'ai toujours considéré un humain égale un humain et bonjour, bonjour Monsieur l'humain, quoi. C'est beau. Ouais, mais du coup, dans ces personnages de bouffons avec lesquels tu te mets en comparaison, on sent que tu penses l'humour. Donc comme une arme face à ces puissants, face à leur domination, face à ce qu'ils sont capables de faire et d'infliger. Pas du tout. Non, pas du tout comme une arme, mais comme un moyen de se défendre, oui. Ce qui pourrait être une arme. Non, il y a du coup ce qui est carrément l'opposé. Dans mon sens, hein. Pour moi, c'est plutôt un bouclier qu'une épée, si tu vois ce que... T'as fait un... Ouais, non, mais je reconnais le pacifisme de gauche, tu sais, non, mais c'est sûr. Non, mais on est un bouclier, mais en fait, je me dis, des fois, t'as un nazi en face, je dis ça au hasard, je dis pas qu'il y a des nazis en ce moment qui font des saluts nazis aux États-Unis, par exemple, ou quoi, hein. Rien à voir avec l'actualité. Mais des fois, on a des nazis en face, et des fois, on a besoin d'une épée, tu vois. Je me dis, et cette épée, ça peut être l'humour aussi, quoi. Eh ben non. Je t'assure que l'humour est vraiment complètement inefficace face aux nazis. C'est là où on voit assez rapidement la limite. Ça peut servir à plein de trucs, l'humour, mais vraiment pas à renverser un rapport de domination. J'ai envie de dire malheureusement, je suis même pas sûr d'être malheureux de ça, mais on n'a jamais fait démissionner un ministre. Ce qu'on a pu faire à un moment donné, c'est montrer à quel point la personne qui se dit je suis ministre, regardez, je suis plus intelligent, je suis plus fort que vous, j'ai plus de probité, etc. Racontait de la merde. Oui, ça permet de déshabiller un peu les rois, on va dire. Mais ça permet pas de les faire démissionner, ça permet pas de les attaquer. Bah, ça participe. En tout cas, l'humour, là, je te parle de l'humour que je pratique. Hein. Ouais. Je te dis pas l'humour en général. Mais donc moi, je vois ça comme un. Ouais, parce que c'est souvent une rhétorique ou une sémantique qu'on a, c'est vous tapez sur, vous attaquez machin. Je dis attends, vous déconnez, j'ai jamais tapé sur personne en fait. Donc, enfin bon, si j'ai juste fait des blagues à Gérald Darmanin, s'il n'est pas capable. Et l'humour, c'est un bon révélateur. On le dit souvent de l'état de la démocratie, c'est un peu une tarte à la crème pour le coup, mais c'est vrai. C'est aussi, enfin, je trouve que c'est un bon moyen de voir à quel point une démocratie est fragile, à quel point les gens qui se portent garant de la démocratie sont fragiles, quoi. Moi, ce qui m'est arrivé là, je me dis putain, vous êtes vraiment avoir peur d'une blague. C'est quand même terrible. Parce que, tu vois, Bolloré qui censure les guignols, je me dis, le gars a peur de marionnettes. Ça m'a toujours questionné. Je dis, vraiment, tu te penses puissant, tu te penses fort. Et le premier truc que tu censures, c'est des marionnettes qui font des blagues. Ouais, parce que ça les déshabille, comme tu dis, ça les montre. Ouais. Et je crois que c'est ce qui les craignent le plus, parce qu'en fait, leur pouvoir, il tient sur un consensus social, il tient sur le fait que les gens y croient. Ces gens sont puissants parce qu'on croit qu'ils le sont. Et par l'humour, à un moment, on les montre, c'est-à-dire tels qu'ils sont, c'est-à-dire un type qui chie, qui mange, qui boit comme tout le monde, et qui finalement devrait pas être aussi haut sur un piédestal dans la société dans laquelle on est. Et c'est là où c'est dangereux pour eux, je crois. Bah ouais, c'est dangereux pour eux, puis c'est dangereux pour la structure qui les soutienne. Parce que du coup, si tu commences à te dire, mais attends, ce mec-là, comment ça se fait qu'il est à la tête de la structure? Tu commences peut-être à te dire, bah, c'est peut-être la structure qui est pourrie. C'est peut-être pas le gars. Oui, le gars, il est pourri, mais on pourra toujours gueuler Darmanin d'émission dans la rue si c'est pour qu'il soit remplacé par Retailleau. Pas très bien. On peut faire ça pendant des siècles, c'est pas un problème. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait pendant des siècles. Donc peut-être qu'on devrait se poser la question de la structure. Ça m'intéresse beaucoup, ouais, en tant que citoyen, de savoir comment ça se fait qu'on en est arrivé là et comment ça se fait qu'on en est encore là plutôt même. Et là, tu vois, pour ça, l'humour, il est un peu il est un peu vain. L'humour, il est assez balèze pour déconstruire des trucs, mais pour construire des trucs, c'est un peu plus compliqué parce qu'il se base sur des référentiels communs. Donc, si tu construis un nouveau truc, t'es déjà obligé d'expliquer ce que t'as construit pour faire des blagues dessus. C'est un peu long. Mais après, pour vulgariser, pourquoi elle va être drôle dans 10 minutes. C'est compliqué. Ouais, mais ça peut vulgariser, tu vois. Enfin, je te trouve dur avec l'humour en vrai parce que venant, du coup, moi du monde inverse, c'est-à-dire le monde sans humour de la recherche, très, tu vois, la norme, va surtout pas faire une blague en conférence ou dans un article ou un truc comme ça. Et en fait, c'est un monde où ouais, peut-être qu'on produit du savoir,
et un savoir qui peut être très novateur et par exemple sur les structures qui peut remettre en question fondamentalement notre compréhension du monde, de la société, comme ça peut être le cas avec le genre, comme ça peut être le cas avec plein de sujets qui ont été mis en avant par les sciences sociales. Mais d'un autre côté, notre absence d'humour nous rend inaudibles, c'est-à-dire que les gens ne supportent pas les discours qu'on tient, personne n'entend ce qu'on a à dire, et avoir des passeurs de savoir qui jouent de l'humour pour expliquer des choses, qui jouent, ça peut être de l'humour, qui peut être de la narration, du storytelling, et qui arrivent à faire rentrer une idée doucement dans les consciences, autrement que par le discours fondamental de la science, je crois que c'est aussi très important quand même. Attention, parce que j'ai pas dit le contraire, j'en veux pour preuve que je fais en ce moment un spectacle avec un chercheur. Je fais un spectacle avec Eric Lagadec, qui est un astrophysicien. Et on utilise l'humour pour faire passer des connaissances, pour faire passer des idées, je sais pas, mais pour faire passer des connaissances en tout cas. Oui, c'est bien sûr que c'est hyper efficace, mais c'est lié au fait qu'on est des mammifères et qu'on apprend on apprend en s'amusant. Tous les mammifères, ils apprennent en s'amusant. Regarde les petits renards dans la forêt. Ils vont pas à l'école 8 heures par jour. Ils s'amusent à se tabasser, ils s'amusent avec ce qu'ils ont besoin d'apprendre pour survivre plus tard. Donc oui, mais attention, je suis d'accord avec toi. Je suis pas en train de dire que l'humour c'est de la merde. Je dis juste attention à ne pas prendre trop l'humour au sérieux. Ouais. Et, attention à prendre les humoristes au sérieux. Aujourd'hui, on prend beaucoup les humoristes au sérieux. Ouais. Alors que bon, tu dis calmez-vous quoi. Même les humoristes qu'on n'aime pas ou des humoristes de droite ou quoi, bon, ça reste des humoristes. Donc bon. Oui, d'ailleurs, toi, on t'a vraiment très très pris au sérieux. On va parler de l'éléphant dans la pièce. Ouais, C'était donc ton renvoi de France Inter le 29 octobre 2023 dans l'émission Le Grand Dimanche Soir. Je vais recontextualiser. Ok, c'est complément d'enquête. Voilà. Ouais, cool. Voilà, vois ton petit coup d'eau. Je connais l'histoire. J'explique aux gens parce que les gens ne sauront pas tout. Voilà. Donc, on est le 29 octobre 2023 dans l'émission Le Grand Dimanche Soir et tu fais une blague sur Benjamin Netanyahou. On est dans le cadre d'Halloween et t'évoques un déguisement Netanyahou que tu décris comme Netanyahou comme une sorte de nazi mais sans prépuce. Citation. Et là, ça part dans tous les sens. On t'accuse d'antisémitisme. La direction de France Inter te lâche complètement. Faut dire qu'on est dans un contexte très tendu. On est au tout début de ce que les médias appellent alors la guerre Israël-Hamas, qui fait suite au 7 octobre 2023 et qui a depuis été largement requalifié de génocide commis par Israël contre les populations palestiniennes. Qualification de génocide qui a notamment été donnée par un comité spécial des Nations Unies. D'ailleurs, en 2024, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt pour crime contre l'humanité contre Benjamin Netanyahou, qui est le premier ministre israélien à l'œuvre derrière le génocide. Je précise tout ça parce que c'est quand même assez important dans le contexte de l'histoire. Ça fait que, mis bout à bout, rétrospectivement, l'histoire t'a donné raison, et malheureusement de la pire des manières, mais sur le moment, comme t'es l'une des premières personnalités publiques à oser ouvrir ta gueule, on va te balancer sous le bus. France Inter se désolidarise de ton propos, Radio France te colle un avertissement, en même temps tu reçois des menaces de mort, tu te retrouves face à la justice, etc. Et tout ça, ça aboutit le 28 avril 2024 quand tu vas répéter la blague à l'antenne, ce qui va conduire à ton licenciement pour faute grave de la part de Radio France. Du coup, rétrospectivement, quand tu regardes cette série d'événements, comment ça t'a impacté personnellement au moment où c'est arrivé et qu'est-ce que tu en penses avec le recul ? Comment ça m'a impacté personnellement ? Ça m'a beaucoup intéressé. Bon là, il se trouve que j'étais au centre du truc. J'en ai fait un bouquin d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, le bouquin au-dessus de ta tête, les gens sur Twitch, vous pouvez voir, ça s'appelle Dans l'oreille du cyclone. J'ai mis l'image du livre au-dessus. Quoi. Voilà, exactement. Non, t'as bien montré. C'était main gauche, je pense. Voilà, c'est ça. Parfait, c'est là. Voilà, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Hein. Et ouais, ça m'a intéressé parce que c'est dans ces situations-là où tu vois justement l'état des rapports de force, quoi, et les hypocrisies et les lâchetés et tous les gens qui disaient je suis Charlie, qui d'un coup disaient ah mais non, attendez, on parlait juste pas du tout de la même chose. Oui, parce qu'en fait vous parliez de rien depuis le début, vous saviez pas de quoi vous parlez. Tous les gens qui ont pleuré à la mort de Jean-Marie Le Pen alors qu'il me traitait d'antisémite un an avant. Enfin bon, tout ça, un peu le cirque, quoi, un peu la comédie humaine. Quand t'es au milieu de tout ça, tu le perçois bien. Donc ça m'a vraiment intéressé, ça m'a passionné. Comme je disais tout à l'heure, ça m'a un peu effrayé pour l'état actuel de la société, parce que ce que ça veut dire, c'est que les gens qui veulent faire le même taf que moi ne peuvent plus le faire à France Inter, clairement. Et aujourd'hui, il y a un humoriste qui est de France Inter qui va te dire je suis libre de dire ce que je veux. Tout le monde va lui rire au nez en disant bah non mec, c'est toujours la même direction, et donc voilà, on est au courant, enfin tout le monde est au courant que c'est pas le cas.
Il y a plein de trucs qui m'ont intéressé, hein, j'ai essayé de résumer, mais ça m'a intéressé à quel point l'état de droit est pas du tout respecté en France par l'audiovisuel public, par exemple, ce qui est quand même assez incroyable. Après, en me renseignant et en ayant des potes quand même qui sont activistes, militants, chercheurs, je me rends compte qu'il n'est pas du tout respecté nulle part, en fait, l'état de droit, y compris par les préfets, mais c'est encore un autre problème. Ouais, en gros, voilà, on nous bassine toute la journée avec l'état de droit. Moi, j'ai juste respecté la loi, on m'a viré quand même. Hmm. Donc, il y a plein d'enseignements à prendre. Et le dernier truc, je finirai là-dessus, c'est à quel point ce qu'on appelle les libéraux ou le bloc central, comme tu veux, s'allie hyper rapidement avec l'extrême droite dès qu'elle en a l'occasion pour préserver ses privilèges. Moi, j'ai été une anecdote de ça. Je suis une anecdote qui a fait du bruit parce que j'ai les moyens de me défendre. Tu vois, tu m'invites, je peux faire un bouquin, je peux rebondir sur une autre radio. Mais ça arrive à plein de gens tous les jours qui n'ont pas ma capacité médiatique, on va dire. Et en vrai, c'est assez terrible. Ouais. Et sur le moment, toi, tu le vis. Enfin, je sais pas, c'est un coup de massue quand ça arrive, ou tu sais déjà par rapport à l'ambiance qu'il y a à la direction de France Inter que de toute façon ça va mal se passer parce que politiquement c'est déjà compliqué. Ou ça t'impacte comment et tu te dis quoi? Enfin, tu te dis putain, j'ai perdu mon job, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ou bon, t'es assez serein sur le fait que ça ira. C'est ça. Ouais. Il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord la blague et la polémique qui suit donc en novembre 2023. Là, c'est le moment où je suis assez surpris de l'ampleur de la polémique et de la manière dont elle est instrumentalisée, y compris, enfin, tu vois, t'as quand même Gérard Larcher qui vient à la matinale de France Inter, et sa condition, c'est je viens, mais j'ai le droit de dégueuler sur Guillaume Meurice. Et la première question qu'on lui pose, c'est pas du tout sur moi, et il dit, je vais répondre à votre question, mais d'abord, je vais revenir. Enfin, ça va quand même assez loin, tu vois, c'est quand même fou, donc c'est quand même beaucoup de surprises. Et la deuxième phase, c'est quand ils m'ont viré. J'avais recité la blague, puisque donc je résume un peu le truc, mais il y a eu des plaintes contre moi suite à cette blague. J'ai été auditionné à la PJ, donc au 36, Ouais, c'est quand même par pas deux rien. flics pendant 2 heures. C'est quand même particulier, tu vois, pour un humoriste. Et suite à ça, évidemment, le procureur a classé sans suite, parce qu'il n'y avait il y avait rien à suivre. Et donc, suite à ce classement sans suite, je dis à France Inter, dans ma chronique, c'est ma première blague autorisée par la justice française. Donc, je la recite, parce qu'elle était un peu rentrée dans les mémoires. Et là, le deuxième phase arrive, où je suis vraiment encore plus surpris de la réaction de Radio France qui décide de me mettre à pied. À partir du moment où ils m'ont mis à pied, j'étais assez convaincu qu'ils allaient me virer, parce qu'ils reculent pas, ces gens-là. C'est pas des gens qui disent ah non, pardon, on s'est trompé. Jamais. C'est l'école Macron, donc tu vois, c'est les gens, ils vont jusqu'au bout, quoi. Donc beaucoup de surprises. Et après, moi perso, non, je suis pas. Mais enfin voilà, comme tu dois le sentir depuis le début de l'interview, je suis pas d'un naturel angoissé, anxieux. J'ai pas une Incroyable ça. Ah, C'est incroyable ça. Donc toi, tu traverses cette tempête et là, t'es quand même relativement en détente, quoi. bah je suis non, ça m'intéresse quoi. Oui, je suis en détente. Mais de toute façon, c'est une polémique médiatique. Qu'est-ce que tu veux que je sois pas en détente? J'ai pas un cancer du pancréas, tu vois. Et il y a des gens qui se font bombarder à Gaza tous les jours. Donc, l'histoire de Guillaume Meurice, humoriste sur France Inter, c'est pas, ça devrait aller, tu vois. T'es Et quand même menacé de mort, c'est quand même. ouais, oui, mais bon, je l'ai déjà été. Je l'avais déjà été avant. Bon, je le serai encore. Enfin, ce qui existe, tu vois. Je peux pas me battre contre le réel. Je vais finir par me faire mal, tu vois. C'est que je tape contre un mur. Si tu veux, je peux. Bon, bref. Donc non, non, comme je te disais, ça m'intéresse. Et puis après, non, je suis assez ému aussi, quand même, je dois dire, je suis assez ému par l'émission. La première émission où je suis pas là, où Jamil Le Schlack démissionne en direct. Je trouve que c'est quand même un moment de radio assez fou. Ouais, puis c'est Euh, touchant parce qu'il va y avoir des missions en cascade ouais, de plein d'humoristes, de gens qui viennent te soutenir et qui disent non mais il part, on part. C'est quand même ouais. très beau comme moment aussi Ça, dans c'est la vrai. solidarité. Ouais, ça, je dois admettre, ça m'a vraiment ému. Ouais, j'étais vraiment, putain, c'est quand même assez dingue. Parce qu'aussi, ils ont pris conscience de ce qui se jouait, quoi. Jamil, on lui a beaucoup dit, bah, faudrait que tu l'invites pour en parler, mais on lui a beaucoup dit, t'as démissionné en soutien à Guillaume Meurice. Et lui, il dit, mais non! Non, mais il dit, j'ai démissionné parce que on me permettait plus, enfin, ce qu'a révélé Guillaume Meurice, l'affaire Guillaume Meurice, c'est qu'on pouvait plus dire ce qu'on voulait. Je me sentais plus libre de dire ce Mm. que je veux. J'avais pas envie de relire mes chroniques à chaque fois en me disant, merde, bah alors est-ce que moi aussi? Donc ça, c'était assez émouvant, ouais. Et du coup, pour mon avenir, je me suis jamais trop inquiété. Au pire, tu vois, j'aurais remonté un spectacle avec des potes. Enfin, il y a toujours des trucs à faire.
suis quand même très très bien entouré. Bah, la preuve en est avec l'émission qu'on fait sur Nova en ce moment. Hmm. Enfin, j'ai quand même la chance, moi ça fait une vingtaine d'années maintenant que je fais ça, d'avoir une famille humoristique solide, quoi. Ouais, Donc, c'est non, non, suffisamment j'avais... installé pour que tu saches que, bon, tu perds ça, mais tu vas retomber sur tes pattes. Mais je pense que tout le monde le Non, mais ferait même, pas. Parce qu'il y a quand même un et truc dans ton quand histoire. bien même j'aurais fait les crêpes. Pardon? Quand bien même j'aurais ouvert une crêperie, tu vois. Hmm. Comme je disais tout à l'heure, j'ai pas non plus vocation à devenir un vieil humoriste de 90 ans. Tu vois, je sais même pas si ce serait, si c'est souhaitable, ça. Les C'est galettes encore de un autre débat. Guillaume. Le quoi? Les galettes de Guillaume. Ouais, voilà. Non, non, mais tu vois, je dépends pas de ça pour être heureux. Donc, à partir du moment où on me l'enlève, je me dis, ben, Hmm. ça va aller quand même. Juste, voyons voir professionnellement ce qu'on peut faire. Pardon, du coup, je t'ai coupé, mais tu as une Non, question. je remarquais juste que quand même, je pense tout le monde le ferait pas, même en étant bien entouré, même en ayant, on va dire, des opportunités professionnelles ailleurs, en étant bien installé dans un milieu particulier. On voit quand même, l'histoire montre, que ce soit dans les affaires MeToo, que ce soit dans les scandales de corruption, de censure, de tout ça, que souvent, la plupart des gens baissent la tête et se taisent. Et ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, je citais un peu des cas où bah, tu t'es fait virer. Et en fait, à chaque fois que tu t'es fait virer, c'est parce que tu as refusé. Oui. En fait, tu as eu l'opportunité de te taire. On t'a dit non, mais Ouais, tu fais ça, tu restes. Et ils toi, tu étais comprennent là, pas. non, mais en fait, non. Et du coup, à Canal, ben, il suffisait. Je crois qu'il voulait. C'était une histoire de caricature qu'il Ouais, fallait pas de Charles. diffuser. Et toi, t'as dit, bah, Ouais, on diffuse pas la caricature, je fais pas la chronique. ouais. Pour la maison d'édition, c'était un passage du livre qu'il fallait que t'enlèves, qui parlait de Bolloré. Je cite le passage pour les gens, pour le plaisir de faire chier Bolloré, où c'était une définition, et c'était définition faire long feu, expression remplacée aujourd'hui par révéler sur Canal+ les malversations de Vincent Bolloré. Ça, c'était mignon en plus, hein, tu vois, c'est Ouais, quand même pas. c'était. Ouais, mais ironiquement, du coup, bah, Vincent Bolloré s'est trouvé être finalement actionnaire d'un groupe lié à la maison d'édition. Et on t'a dit, t'enlèves ça ou le livre sort, ou le livre sort pas. T'as dit, bah, le livre sort pas. Et il est sorti finalement ailleurs, dans une autre maison d'édition. C'est allé au procès, tout ça. Et là, à nouveau, avec ce qui s'est passé à France Inter, ben, du coup, on te punit, machin et tout. Si tu répètes pas la blague, peut-être que ça passe, mais tu le fais et en sachant, je sais pas si tu le sais à ce moment-là que ça va péter, mais en tout cas, à chaque fois, tu es dans un truc où, tu vois, tu baisses pas la tête, quoi. Et c'est peut-être, c'est une force, moi, je trouve ça assez admirable d'avoir cette force de conviction de refuser de céder. Euh, bon, ça, j'ai toujours eu, je pense, ouais. Non, bah, je vois pas le. C'est juste que je vois pas pourquoi je céderais. Moi, j'avais un contrat de travail avec France Inter, avec Radio France, un contrat de travail. C'est pas un contrat de soumission. Hmm. C'est pas un contrat de travail, en fait, c'est régi par le droit du travail, qui est un petit bouquin, qui devrait lire d'ailleurs. Ils apprendraient plein de trucs dessus. En fait, ça ne te donne pas le droit de dire à un de tes chroniqueurs, bah maintenant tu mets un tutu et tu lances sur la table. Je dis, Hmm. ah non, non, désolé, moi je suis payé pour faire des blagues dans le cadre de la loi française. J'ai fait des blagues dans le cadre de la loi française. Tu sais qu'en plus, le mot d'ordre d'Adèle Van Rett en début de saison, le début de saison 2023, c'était on va continuer à titiller les interdits. Du coup, j'ai dit, bah putain, Adèle, j'ai demandé une augmentation. Du coup, j'ai dit, je suis employé de moi là, non? La photo dans tout France Inter. Bah ouais, j'ai dit, putain, j'avais fait autant d'articles et tout. Bref, non, et juste un petit truc, je suis pas non plus dans la provocation. Il y a pas mal de gens qui pensent que je suis dans la provocation. Mais c'est pire que ça, c'est que ça. Moi, je fais pas ça. Quand on m'a dit, t'as répété la blague, c'était de la provoque. En fait, quand je dis c'est pire que ça, c'est parce que je le fais même pas. Moi, je fais des chroniques pour les gens qui écoutent les chroniques. Je fais pas des chroniques pour les gens qui dirigent Radio France. J'ai pas, si j'ai des messages à envoyer aux gens qui dirigent Radio France, j'ai leur numéro, donc je vais leur envoyer un texto. Je vais pas Hmm. passer par l'antenne. Donc j'ai juste fait la blague parce que ça me faisait marrer de faire la blague. Ce qu'ils pensent m'intéresse assez peu. Enfin voilà, ils m'ont embauché, ils considèrent que je suis là pour l'année, j'ai mon contrat de travail qui se termine en juin, après ils feront ce qu'ils veulent. Ils sont pas obligés de me reprendre, mais quand je refais la blague, c'est pas du tout par provoque. Et je fais rarement des trucs par provoque. Hmm. Pareil, le dessin de Charme qu'on m'a empêché de diffuser à l'antenne de Canal+, c'était pas de la provoque, c'était le mec qui venait de se faire dessouder une semaine. Enfin, je trouvais ça hallucinant. Il y avait des trucs, je suis Charlie partout, tout le monde était la France, était Charlie. On me dit non, non, on peut pas passer ce dessin-là à l'antenne parce que pour des raisons de sécurité, tu comprends? Je dis mais je comprends. Je comprends pas de quoi vous parlez alors depuis une semaine. C'est juste vous qui avez pas compris de quoi je parle. Et pareil pour le bouquin. Enfin bref, à chaque fois c'est la même histoire.
Hmm. Donc non, c'est une. C'est juste que je sais que si je baisse, c'est pas une question de pas baisser la tête, mais si je cède, pourquoi je continue du coup? Enfin, ça m'intéresse pas de continuer dans ces conditions, moi. Je préfère faire mon truc ailleurs, là, à Nova ou sur Internet ou j'en sais rien, ou dans un bouquin. Ouais, mais C'est tout. souvent, quand tu viens, même, tu vois, parfois d'un milieu un peu modeste et tout, et que ben, t'arrives finalement quelque part péniblement, t'as réussi à grappiller une place, tu vois, qu'on te disait totalement inaccessible et tout. Enfin, je me projette un peu, tu vois. Moi, je me suis retrouvé Ouais. dans la recherche en doctorat, c'était l'endroit où j'avais toujours rêvé d'être et tout. Et d'un coup, ça devient un monde de compromission, tu vois. Et où on me dit, non, mais ça, dans ton article, le dis pas. Et t'es là, ben, en fait, ça, c'est ce que j'ai vu, donc je vois pas pourquoi je le dirais pas. Oui, mais ça va contre tatati tatata. Et tel grand chercheur, il est pas d'accord. Oui, mais il est pas d'accord, mais il n'est pas sur le terrain avec moi, il sait pas de quoi il Pas parle. d'accord avec la réalité. Voilà, c'est ça. Toi, t'as la Oui. réalité de ton côté, et eux, ils ont un Ah oui. monde de services rendus, de petits arrangements, de trucs comme ça. Et on te Ah ouais, dit, très tais-toi, bien. tais-toi, tais-toi. Et franchement, je pense que moi, je me suis tué pas mal de fois quand même, hein, tu vois, avant de me dire, non, mais j'en peux plus, et allez vous faire foutre. Et je me suis fait virer de Sciences Po, tu vois, comme ça en faisant j'ai une Guillaume Meurice, tu vois, en décidant d'arrêter de me taire. Mais c'est dur, en fait. Moi, pour l'avoir vécu, tu vois, je trouve que c'est loin d'être simple parce que t'es là, t'as tellement bâti, t'as tellement construit dans cette direction et avoir ce truc de se dire, bon, ben, je me tiens à mes convictions. En fait, on vit pas dans un monde qui nous encourage à tenir à nos convictions. On est dans un monde qui nous encourage à faire carrière, tu vois. Alors, attends, j'ai pris des petites notes parce que moi, j'ai pas l'impression d'avoir construit quelque chose, donc vraiment, je m'en fous, j'ai rien à, tu vois, en fait, j'ai pas l'impression d'être un enjeu de quoi que ce soit. Hmm. C'est pour ça que quand les gens ils me mettent un enjeu sur moi, je dis ouais, ouais, mais tu sais, moi j'ai pas tellement d'enjeux, hein, je suis un humoriste. Si les gens ils veulent venir voir mon spectacle, ils viennent. S'ils viennent pas, ils viennent pas. Enfin voilà, je vais pas les chercher chez eux. Si les gens ils veulent m'embaucher dans leur radio, ok, si c'est jouable, on le fait. Si c'est pas jouable, on le fait pas. Enfin, j'ai pas de, tu vois, je suis pas à l'affût ou j'ai pas de. Tu parlais de carrière, tu vois. Moi, j'ai pas du tout de plan de carrière. J'ai même pas l'impression d'avoir une carrière. J'ai l'impression de me promener et puis je rencontre des opportunités et puis je m'amuse surtout, je m'amuse. Mais là où tu disais, évidemment, on vit dans une société comme ça, mais là, on va revenir à mon éducation. Moi, mon père, il était objecteur de conscience, par exemple. Il a jamais voulu faire l'armée. Quand il est arrivé, il a dit, moi, j'apprendrai pas à tuer quelqu'un. Le mec lui a dit, bah, vous allez faire tant de mois de tôle, je sais plus combien c'était à l'époque. Et il a dit, bah, c'est pas grave. Moi, Ouais, je veux juste, dans ma vie, j'apprendrai pas à tuer quelqu'un. Donc, je viens de là, tu vois. ouais, d'accord. On Ouais. avait des parents comme ça, on faisait des manifs, ils étaient adhérents à Greenpeace. Mes parents, ils étaient écolos, ils votaient écolo. Dans un petit village de chasseurs, tout le monde se foutait de leur gueule, mais gentiment, mais ils se foutaient de leur gueule quand même. Et voilà, donc je viens d'une famille qui est pas fière, quoi. Je veux dire, on n'a pas, quand tu dis pas baisser la tête, nous on n'est pas des gens qui marchons la tête haute dans la rue, c'est pas du tout ça l'ambition. Par contre, j'ai l'impression qu'on est des gens assez libres. Et quand on nous dit il faut pas faire ça, si on pense que c'est la bonne chose à faire, on le fait. Et surtout, si on pense que c'est la réalité, on le fait. Là, tu me parlais tout à l'heure de gens qui te disent faut changer ça dans ton rapport, et toi, tu dis c'est la réalité. Les gens qui sont pas d'accord avec la réalité, oulala, c'est leur problème. Hmm. Allez gérer ça. Il y a des psys, en fait, il y a vraiment des métiers qui existent pour ça. Si tu me dis regarde, ça, c'est un tabouret, je fais oulala, alors attends, je vais te donner une adresse. Hmm. Mais viens pas m'obliger à dire à l'antenne que ça, c'est un tabouret, tu vois. Ah mais C'est on tout. est dans ce monde-là, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on est dans ce monde-là et je pense que du coup, ce que j'aime bien dans ton histoire, c'est qu'on se rend compte que du coup, c'est un peu en dépit de ton plein gré, quoi, tu vois, mais tu te retrouves à être aussi un peu, je pense, un modèle de lutte, tu vois, pour beaucoup de gens qui se disent, je sais pas si t'en as conscience de ça, mais qui voient aussi dans Un le peu. fait de résister, de refuser ce qui pour beaucoup et une place, tu vois, t'es à France Inter, t'es un présentateur radio à succès, tout ça, et claquer cette porte-là pour des convictions, c'est quand même... bah, tout le monde ne le fait pas, voire plus personne ne le fait, et du coup, je sais pas si t'as conscience de ce statut-là que ça t'a donné à gauche, d'une certaine manière, mais j'imagine que t'en veux pas, mais l'air de rien, ça compte aussi pour les gens, parce qu'on a besoin d'exemples, tu vois. Il m'est odieux de suivre autant que de guider. Mais j'en ai un peu conscience, pas tellement d'être devenu un modèle, faut pas exagérer, mais en tout cas, il y a un chemin. Il y a un chemin. Par exemple, ce qu'on a fait avec Nova, ce qu'on fait avec l'émission de Nova, je suis assez content du résultat parce que ça montre qu'on peut faire une émission en invitant des gens intéressants, des chercheurs, etc., des universitaires,
et on peut se marrer aussi, et on peut être libre. Et je me dis, si j'avais, comme je disais tout à l'heure, 20 ans aujourd'hui, je me dirais, ah tiens, il y a un espace qui existe, il y a ces gens-là qui font ça. Ça, j'ai envie d'aller dans cette direction-là. Donc ça me plaît, mais être un modèle, oui, non, t'imagines bien que c'est pas tellement un objectif dans ma vie, mais comme tu disais un peu dans ce que t'as dit, c'est un peu en creux, quoi, un peu par défaut, oui. Non, je voulais rebondir sur l'émission juste pour dire que j'ai vu la dernière là, avec Fabrice Arfi et qui est vraiment, je pense justement quand je parlais de vulgarisation bien faite, c'est un moment drôle, c'est un moment hyper intéressant et en même temps on a un journaliste d'investigation qui peut avoir cette image un peu austère du journaliste de terrain qui est en plus sur une enquête dont tout le monde dit que personne n'y comprend rien pour reprendre le titre de son film et au final pendant l'émission le gars il est drôle, dans les échanges c'est hyper rigolo, c'est très rythmé, du coup on écoute et comme on écoute on apprend des choses et je trouve que voilà c'est un modèle de vulgarisation bien faite parce qu'à la fin t'as envie d'aller voir le film, t'as envie de te renseigner sur les affaires Sarkozy. Le journaliste qui a fait l'affaire, et du coup, il t'apparaît comme beaucoup plus sympathique et du coup moins effrayant, donc c'est plus facile d'aller vers ce qu'il produit. Et voilà, je trouve que l'émission a cette ambition-là, elle l'a réussi vraiment, quoi, parce que c'est très dur, quoi, d'arriver à. Enfin, Fabrice Arfi, il a fait des tonnes et des tonnes de médias, et je suis pas sûr que les gens l'aient perçu de cette manière-là. Je crois que c'est la première fois que je le voyais aussi amusant. Oui, il est drôle au plus dans la vie, Fabrice. Oui, parce que c'est une erreur qu'on fait. Je dis on en général, les humains. En tout cas en France, je connais pas tellement tous les autres pays, mais c'est d'opposer la connaissance et la rigolade. Comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est pas deux trucs qui s'opposent. C'est pas genre bon, on a bien rigolé, maintenant asseyez-vous, fermez votre gueule, on va apprendre des trucs. C'est biologiquement complètement con de penser ça de notre espèce. Donc moi, j'essaye de, juste par fainéantise sans doute, d'aller dans la pente la plus naturelle qui soit pour chacun de nous. Qui est et en plus c'est intéressant, tu vois, quand il t'explique les affaires. Je sais pas, on a eu Johan Chapoutot qui est historien, qui nous a expliqué des trucs. Enfin, c'est intéressant et comme la vie des sociétés humaines est souvent absurde, c'est souvent assez marrant. Donc il y a de quoi faire. Mais je te dis, j'ai pas l'impression d'avoir découvert l'eau chaude, quoi. J'ai vraiment eu l'impression de juste dire, en fait, c'est ça qu'il faut faire, non? Pourquoi on le fait pas? Venez, on le fait, et voilà. Ah, mais je suis 100% d'accord. Moi, ça fait tellement longtemps, je me dis, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est prenez des trucs intéressants, mettez juste saupoudrez de divertissement pour qu'on ait ce moment agréable et ce côté amusant et plaisant à suivre. Et je pense qu'il y a plein de trucs dont on parle jamais en disant genre, mais non, mais ça va emmerder tout le monde. Et finalement, ça passionne les gens, quoi. On a parlé du cancer l'autre jour pendant 2 heures avec Suzette Delaloge, qui est une spécialiste du cancer du sein. On a parlé de cancer pendant 2 heures, des avancées, des causes, des préventions. On a fait de la politique. On n'a pas fait que manger des fruits et arrêter de fumer des clopes. On a parlé de l'hôpital public. Enfin, donc on peut, ouais, bien sûr, c'est possible parce que c'est intéressant. Hein, c'est pas que grâce à nous. Parce que le sujet il est intéressant de base. Et après, les gens qui s'en foutent peut-être d'un sujet ou d'un autre, ils se disent, de toute façon, il y aura des chroniques, on va se marrer. Donc, ouais. Ouais, ça, j'aime bien. Au pire, si le sujet t'intéresse pas, tu viens pour le sketch de Éric Lompré ou l'intervention d'un tel ou d'une telle. Émeric. Émeric Lompré, pardon, excusez-moi. Mathieu, les prénoms. Donc, ouais. Donc, évidemment, pas loin de moi l'idée de devenir un modèle, mais l'idée d'avoir créé un chemin. Après, c'est une émission de bande, hein. Pareil, on n'a pas non plus inventé grand-chose. Mais en tout cas, de maintenir vivante cette petite flamme de la liberté, en disant, oui, là, regardez ici, là, il y a un espace où on est libre. En plus, avec tout ce qui m'est arrivé, là, tout ce que tu as rappelé, du coup, maintenant, les gens, ils savent que si je suis là, c'est que je suis vraiment libre. Plus personne me pose la question. Ouais. Le jour où, je sais pas, on me dira, faut pas faire ça, fais autre chose, je partirai. Donc, bon. Et d'ailleurs, t'as eu un moment, après l'affaire, le Prépuce Gate, est-ce qu'il y a eu un moment, comme tu l'appelles, hein, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, t'as pas eu la tentation de l'autocensure, après les menaces juridiques, après les menaces de mort, après tout ça? Est-ce qu'il y a pas, des fois, après, genre, t'étais en train d'écrire et tu disais... Ce petit moment d'hésitation avec le stylo où tu disais putain ça, je sais pas, tu vois. Non. Mais c'est fou. Non, mais par crainte de quoi? Je sais pas, d'aller en prison, d'être, je sais pas, d'être assassiné, d'avoir une galère, je sais pas.
te faire engueuler fort. Non, mais sérieusement, moi, je suis impressionné parce que, tu vois, moi, j'ai eu des menaces juridiques en début d'année et franchement, des fois, en écrivant et tout, après, j'avais un peu ce truc de, bon, est-ce que je le formule comme ça et tout. Il faut vraiment que je fasse un travail sur moi pour me dire, mais commence pas à te prendre la tête comme ça parce que de toute façon, quoi que tu dises, ils te feront des procès quand même. Donc, c'est pas comme si on m'avait fait un procès pour quelque chose que j'ai mal dit, tu vois. J'ai dit d'un mec d'extrême droite qui était d'extrême droite, il me fait un procès parce que j'ai dit qu'il était d'extrême droite. Il dit lui-même qu'il est d'extrême droite. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, l'enquête va être rapidement menée. Inspecteur. Ah, une bonne enquête celle-là. Bon, bah, la flic qui m'a auditionné, elle était pas sûre, hein. Elle était là quand même. Est-ce que vous auriez pas un petit peu tort avec son tapis de souris Alliance Police, tu sais. tu sais à qui t'as affaire là. Allez la questionner. Qu'est-ce que c'est pour vous l'extrême droite et tout. C'est marrant, j'avais mon avocate m'a dit surtout tais-toi. Elle m'a dit ne dis rien. Ah oui. Les avocats, ils aiment pas ça, ouais. Moi, je m'amuse bien, mais il y a un maire d'une petite commune du sud-ouest qui avait porté plainte contre moi parce que j'avais gravé en tout petit sur un mur de son théâtre Macron démission. Bon, c'est une histoire un peu à la con avec un mur en terre, un machin, un petit délire avec le public après le spectacle. Bon, le truc faisait ça, hein, c'était une mini brique, ça a été effacé, bon, bref. Il a porté plainte contre moi. Et donc, j'ai été retrouvé au commissariat, encore une fois. Enfin, là, c'était juste le commissariat de quartier. Et quand même, il y a des questions de ouf, quoi. Le flic m'avait demandé, est-ce que vous êtes hostile à la politique du gouvernement? J'étais là, mais attends, dans un commissariat de police Et du coup, j'avais répondu oui, parce que je trouve que ce gouvernement, il fait pas assez pour la police. Il m'avait regardé comme ça. Je dis, vous pouvez noter? D'accord. Ah, j'aurais payé pour voir la tête du policier, incroyable. Il était pas méchant, il était un peu blasé de devoir faire ça aussi, c'était pas un mauvais gars. Mais il a bien vu que je le trollais un peu, ouais. Donc non, ben oui, mais oui, je sais pas quoi te dire. Non, c'est une question de nature, hein. Je veux pas donner l'impression de faire le malin et de dire moi je m'en fous, nanani nananer, mais en vrai je m'en fous. C'est impressionnant, un Thug Life, hein, franchement, incroyable. Hein. Mais non, mais c'est pas, encore une fois, c'est parce que parce que je me sens pas l'enjeu d'un truc. Je pense pas que, tu vois, je pense que vraiment les gens s'en foutent de la vie en 2 mots de Guillaume Meurice ou de la carrière de Guillaume Meurice, et je peux pas leur reprocher parce que même moi je m'en fous. Donc bah, dans ce cas-là, allons plutôt boire une bière, non? Mais demain tu iras en prison, tu t'en foutrais pas quand même, tu vois. Je veux dire, on dirait là, monsieur, pour cette blague, on vous met en prison. Tu dirais là, bon, c'est quand même. Franchement, je dirais, faites pas ça, parce que d'ailleurs, pendant autre anecdote, du coup j'ai plein d'anecdotes, pendant l'audition, donc là on revient à la PJ, là, donc l'affaire de ma blague, les plaintes contre moi, etc. Je suis en audition, alors ça s'appelle audition libre, je crois. Donc ça veut dire qu'ils viennent pas te chercher chez toi quand même le matin avec des caméras de W9 ou d'M6. Et t'es en calbut. En pétant la porte à 6h du matin. Voilà. Ils font pas ça. Donc tu vas, tu dis bonjour madame, je viens prendre rendez-vous, machin. Et très bien. Donc t'es en audition libre. Mais par contre, ils te disent au début, t'as le droit de garder le silence et t'as le droit de partir quand tu veux. Donc moi, au bout d'1 heure, j'étais là, bon, les gars, ça fait 1 heure, quoi. Si j'avais été antisémite, vous aviez 1 heure pour le voir. Soit vous êtes nul, soit je le suis pas, tu vois. Et donc ils rigolent et tout un peu. Et je dis, mais là, concrètement, il se passe quoi si je me casse? Et ils me disent, ah bah là, on vous met en garde à vue. Je dis, c'est quoi la notion de liberté que vous avez? Et du coup, je dis à mon avocat, mais vas-y, on fait ça. Je m'en vais, ils me mettent en garde à vue et je ressors demain, le poing levé, tu vois. C'est là où mon avocat il dit allez, avance parce que franchement, moi j'ai un truc à faire après. Il en avait un peu marre. Mais bah, si tu veux, s'ils veulent mettre un humoriste en prison, ils mettent un humoriste en prison. Moi, j'arrive assez bien à gérer ce que je peux gérer de mon côté. Je vais pas m'occuper des problèmes des autres, des flics ou du procureur, quoi. C'est vrai que la séquence politique aurait été quand même incroyable, parce que si t'avais mis en garde à vue, d'un coup, ça aurait pris des proportions sur la liberté d'expression et tout, ça aurait posé quand même de sacrées questions. Bon, après, c'était toi qui te retrouvais en garde à vue, ça pouvait devenir un peu galère quand même. Hein. Ouais, je sais pas. Non, mais puis après, je veux pas. Encore une fois, je suis pas provoque, donc je l'ai pas fait. Mais ça aurait été un move intéressant. Ouais, ok, mais c'est quand même, je sais pas, enfin, je trouve. C'est intéressant parce que t'es confronté quand même à une violence systémique qui est hyper brutale. Et en même temps, on a l'impression que ça te traverse un peu et que t'es là en mode non, mais moi je fais face, tu vois, je suis droit dans mes bottes et voilà quoi. Bah après, je suis blanc, cisgenre, hétérosexuel, tu vois, je suis déjà un peu campé sur mes privilèges. Donc les meufs qui font comme moi, elles s'en prennent plein la gueule, les personnes racisées, pareil.
avec des insultes racistes. Moi, même les fachos que j'ai au cul, j'ai toujours un peu l'impression tu sais, ils m'en veulent parce que j'ai trahi leur équipe, en fait. Je dis, ben non, toi, t'es normalement, tu t'appelles Meurice, en plus, tu vois, je m'appelle. Je suis français de souche depuis l'invention de la souche. C'est mes ancêtres qui étaient autour de la souche. C'est pour ça que quand Eric Ciotti, il me dit, faut virer les gens qui sont pas français de souche, je dis, d'accord, tu peux partir, du coup. Tu peux retourner chez toi. Depuis, il veut plus me parler. Voilà, fin de mon histoire avec une belle relation terminée, quoi. Ouais, c'est cool, c'est triste. Donc oui, il faut dire ça aussi. C'est ce qui me permet d'avoir cette position-là. C'est pas juste parce que je suis fort en trollage et je fais le kéké. C'est juste que, comme je t'ai dit tout à l'heure, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis issu d'une famille qui a déjà un petit peu ça par nature. Et puis, parce que voilà, j'ai une position sociale qui est quand même plutôt dominante dans la société. Et du coup, je profite de ça pour faire une petite transition facile, mais tu parles justement de privilèges et tout, et sur la censure, bon, donc toi, il a fallu que tu fasses une blague sur Netanyahou pour te faire censurer, hein, parce que je pense pas qu'il y a d'autres mots pour décrire ce que tu as vécu, mais on a vu le dernier cas en date de censure sur un humoriste, c'est Merwan Belazar, qui lui a même pas eu le temps de faire une vanne polémique, hein, et on l'a viré parce que c'était un arabe avec un bonnet. Comment tu regardes cette situation justement de la liberté d'expression, puisque tu as quand même une carrière d'humoriste maintenant de quelques années, j'imagine que tu as vu pas mal d'évolutions, et comment tu regardes ce qui est en train de se passer, tu vois, on en est quand même à virer des gens parce qu'ils ont une barbe et un bonnet sur soupçon d'atteinte à la laïcité, ça devient compliqué, quoi, hein. Bah là, on est sur un cas de racisme pur et dur assumé. Et encore une fois, d'alliance entre les libéraux et les fachos, parce que les fachos soient racistes, bon ben... grand bien leur face, j'allais dire. Non, non, mais voilà, il y a une logique. Voilà, bon, voilà, on tombe pas des nues. Mais tu vois, c'est des tweets comme celui de Nathalie Loiseau qui fait un peu basculer l'histoire, où d'un coup le pouvoir en place se positionne quand même du côté de l'extrême droite contre juste un gars qui avait un bonnet, une barbe et une tête d'arabe. C'est donc là, on est vraiment dans le plus pur racisme qui soit. En plus, sa chronique parlait même pas de ça. Enfin, quand bien même ça parlait d'islam, il aurait bien eu le droit, mais alors là, c'était même pas le cas. Ah, c'est sur le foot, c'est gentil comme pas possible. Ouais. Puis nous, on le connaît et tout, donc ça nous a fait marrer qu'il soit traité de salafiste. Oui, il pratique un islam pas très rigoureux. Donc, ouais. Oui, pardon. Non, je trouve que tu mets un doigt sur quelque chose, c'est justement cette alliance de libéraux, je sais pas comment on pourrait dire, de l'extrême centre et de la droite avec l'extrême droite. Comme ça, hein. T'en parlais d'ailleurs dans ta lettre d'adieu à France Inter, tu disais les libéraux sont en train de livrer le pays clé en main à l'extrême droite, lui offrant ce jour une énième victoire idéologique. C'est quand même un vrai problème aujourd'hui. Ah c'est un vrai problème. Discutant avec Yohann Chapoutot, là, qui est spécialiste du montée du nazisme, c'est exactement ce qui s'est passé. Dans toutes les périodes fascisantes de tous les pays, c'est exactement ce qui se passe. Il y a toujours eu des fachos, plus ou moins large échelle, et c'est toujours l'inclination du bloc central pour les fachos qui font basculer un pays, mais pour une raison très très simple, c'est que le bloc central, on va dire le bloc bourgeois, veut garder ses privilèges. Il sait très bien qu'avec Philippe Poutou, il ne va pas garder ses privilèges longtemps, et qu'avec Marine Le Pen, oui, ou qu'avec Zemmour, oui. Donc c'est structurel, encore une fois, on n'est pas là en train de parler de gentils d'un côté et de méchants de l'autre. C'est juste tant qu'on redistribuera pas mieux les richesses, et tant qu'il y aura des dominants et des dominés à ce niveau-là, ça fonctionnera toujours comme ça. Enfin, il ne faut pas reprocher... Si je balance mon verre, je ne vais pas reprocher à mon verre de se casser par terre. Enfin, ça s'appelle la gravité, c'est des lois, c'est de la physique quasi, tu vois. Et là, ça se passe comme ça depuis... Voilà, c'est les sciences humaines, donc c'est un peu plus... C'est un peu moins définitif que les sciences dures, mais quand même, quand tu regardes l'histoire de tous les pays qui ont été confrontés au fascisme, c'est toujours passé la même chose. C'est pour ça que je te disais que moi, j'étais vraiment une anecdote, mais je suis quand même une anecdote dans cette trajectoire. Et comme je suis une anecdote qui a un peu une caisse de résonance ou un porte-voix, j'ai dit, attendez, regardez, ce qui m'arrive à moi là. Ok, on s'en fout, c'est une blague et on s'en fout de Guillaume Meurice, mais c'est ce qui est en train d'arriver à tout le pays. Et c'est ce qui arrive de plus en plus. Et c'est ce qui arrive à Merwan et qui arrivera encore de plus en plus, quoi. Ouais. Oui, et puis on finit avec aux États-Unis des mecs là qui font des saluts nazis, parce qu'il y a eu Musk, il y en a eu un autre là il y a 1 ou 2 jours. Et puis, je trouve que c'est un truc aussi, il ne faut pas sous-estimer l'effet sur les gens. C'est-à-dire que quand moi j'enquêtais sur les survivalistes et tout, c'était hyper marquant de voir à quel point, en fait, le fait que le discours sécuritaire soit un discours ordinaire, repris par des gens qui peuvent être du PS, des gens qui peuvent être de droite, des gens qui peuvent être des centristes, et c'est pourtant un discours raciste et discriminant qui cible clairement des populations
immigrées, musulmanes, non blanches, etc. Et le fait que ce discours raciste, il soit utilisé de manière ordinaire par tous les bords politiques, fait que les gens qui adhéraient aux croyances racistes qui vont avec, notamment la croyance à une guerre civile raciale et tout, avaient pas l'impression d'être extrêmes, avaient pas l'impression d'être des fachos et tout, alors qu'ils étaient en train de s'armer pour assassiner des gens au principe de leur couleur de peau. Et une fois que tu vis dans ce monde-là, tu dis, waouh, mais que t'as réalisé ça, tu vois, en tant que chercheur, que tu l'as vu, tu dis, mais il faut absolument arrêter ces discours. Et malheureusement, tu te rends compte que, en haut, il y a des stratégies politiques, des stratégies de classe qui font qu'on continue à aller toujours plus main dans la main avec le fascisme. Et la menace, elle est, lui, elle est omniprésente et on est un peu. Enfin, moi, je me sens un peu désarmé face à ça parce que je trouve que ce qui banalise le plus l'extrême droite, c'est le travail que font justement les centristes et la droite. Ouais, c'est sûr. Et je sais pas comment lutter contre, quoi. On le fait en ce moment, on le fait dans dans tous nos secteurs d'activité, on va dire. Il n'y a pas il n'y a pas vraiment de formule magique, il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Je pense, si, évidemment, le collectif, quoi, en se regroupant. C'est marrant parce que tu me demandais avant pourquoi j'acceptais ton invitation, par exemple. Et je t'ai dit un truc, parce qu'on n'est pas très nombreux, donc autant quand même se serrer les coudes. Je suis pas tout à fait d'accord avec moi-même. Je pense qu'on est plus nombreux que ce qu'on pense, mais qu'on est très éparpillés. Et qui nous manque de points de rendez-vous, tu vois, comme dans les gares, il y a marqué rendez-vous ici. Nous, on n'a pas le point de rendez-vous. Alors, on n'arrête pas de s'engueuler, de se foutre sur la gueule, etc. Et qui nous manque un point de rendez-vous, qui n'est pas forcément un personnage politique d'ailleurs, hein. Voire pas du tout. Mais il nous manque quand même ça. Mais je pense qu'on est plus nombreux que prévu. Et deuxième truc que je pense, je suis pas du tout sociologue, hein, donc là je suis un peu tel un expert de LCI, mais de chez Wish. Vas-y, donne ton avis. Je pense qu'il y a beaucoup d'indécis. Il y a quand même des gens, moi j'ai fait 10 ans de micro-trottoir, toujours pas sociologue, mais j'ai quand même interrogé beaucoup de gens au hasard, dans la rue, tout ça. Quand même des gens qui te disent, moi j'hésite entre Nicolas Dupont-Aignan et Benoît Hamon. Ouais. Tu vois, on n'est pas d'un seul bloc, on n'est pas d'un seul parti politique ou idéologie politique et qu'on va garder toute notre vie. Il y a beaucoup de gens indécis et puis il y a beaucoup de gens qui votent plus, il y a beaucoup de gens. Donc évidemment, qui profite de la situation pour l'instant? Les fachos, ça, ouais, bien d'accord. Mais pas certain que le point de bascule soit très loin. D'ailleurs, plus ils sont violents et plus ils essaient de faire peur, plus pour moi c'est le signe qu'ils paniquent un peu. C'est mon côté optimiste. Non, mais on a eu une victoire politique il y a quand même pas si longtemps que ça avec les législatives. L'air de rien, ça reste une victoire en termes de nombre de sièges à l'Assemblée, qu'on le veuille ou non. Même si derrière les manigances habituelles du parlementarisme font que la situation se retourne contre nous. On ne peut pas cacher le fait qu'en termes du point de vue de l'élection, on l'a gagné. Et je pense qu'il faut les prendre, ces wins, parce qu'on n'en a pas beaucoup, tu vois. Et pas qu'électoralement, je pense qu'il y a plein de sujets sur lesquels on arrive à faire changer la société, évoluer les choses. Là, j'ai vu l'interdiction des PFAS qui a été votée il y a pas longtemps à l'Assemblée. Bon, c'est pas... Voilà, c'est sûr, c'est pas la révolution le grand soir, mais il y a plein de sujets sur lesquels on arrive à changer, et globalement, la société, il y a quand même pas mal de sociologues qui le montrent, elle tend pas à... Ça paraît étrange par rapport à l'époque qu'on vit, mais elle tend pas tant que ça vers le conservatisme, en fait. Sur le racisme, le sexisme et tout, il y a la LGBT-phobie, beaucoup de choses changent en bien, mais à côté, voilà, on a une vieille garde politique, médiatique, qui résiste et qui est très bruyante et très agressive, et qui peut-être nous cache la vérité de la société dans laquelle on est. Par contre, je suis d'accord avec toi qu'on manque de points de ralliement. Ce serait quoi pour toi le point de ralliement? Enfin, tu vois, où est-ce qu'on pourrait se retrouver? Parce que les partis politiques et les personnalités politiques, ça ne marche pas si bien que ça. Qu'est-ce qu'il nous faut? Un mouvement social? J'imagine que t'es pas Nostradamus, mais tu as peut-être des idées, je sais pas. Ouais, non, je suis pas Nostradamus, mais j'allais dire un espèce de discours global. On se fait, en fait, donc on va dire les gens de gauche font souvent prendre au piège de la règle du jeu qui est la Ve République. Donc t'as les mélenchonistes qui vont critiquer les socialistes, souvent à raison, hein, d'ailleurs, c'est pas la question, on veut pas empêcher les gens de critiquer les autres, mais on fonctionne un peu en équipe comme des équipes de foot, quoi. Parce qu'il faut une tête. Pour la Ve République, ça impose quelqu'un sur l'affiche. Il faut quelqu'un sur l'affiche, il faut quelqu'un qui débatte contre quelqu'un. C'est une structure qui nous empêche. Donc,
résister à ça, c'est compliqué, mais dans le discours médiatique, moi, c'est pour ça que je disais ce qu'il nous faudrait, c'est un discours qui fait qu'on devrait toujours refuser l'injonction de la Ve République. Refuser de dire, et d'ailleurs même, je suis assez pour se présenter, non pas avoir une candidature commune, mais des candidatures communes, c'est-à-dire arriver avec une équipe, et tu mets quelqu'un à la tête, tu mets mettons Lucie Castet à la tête de l'équipe, mais c'est pas Lucie Castet qui va répondre à toutes les interviews, c'est pas Lucie Castet qui va répondre à tous les qui va être face à face avec Bruno Retailleau, c'est toute une équipe, parce que il faut péter le mythe fondateur de la Ve République, qui est de dire une personne a les solutions pour les problèmes de 67 millions. Ça n'existe pas. Et encore une fois, j'en reviens, biologiquement, c'est impossible, en fait. Il n'y a aucun extraterrestre qui arriverait sur Terre et qui verrait ça, qui se dirait, ce sont vraiment des gens très intelligents, ça. Donc là, c'est le présidentialisme, quoi. Tu veux rompre avec ça. Mais il n'y a pas de solution pour moi. Comme sinon, on va s'enfermer, comme on est déjà enfermé dans des guéguerres de qui aura la meilleure tête et la plus grande gueule. Et tu vois, Mélenchon, c'est le meilleur orateur, donc forcément, il faut être très bon orateur pour gagner ce concours-là. Donc c'est le grand oral de l'ENA, le truc, c'est même plus du tout une élection présidentielle. Mais l'alternative, c'est toujours le parlementarisme, et le parlementarisme a les limites qu'on lui connaît. Par exemple, que ça peut très vite devenir un espace où le pouvoir va se concentrer dans des micro-groupes, parce qu'il va y avoir des tensions entre deux très gros groupes dominants, et au milieu des groupes qui vont se retrouver à pouvoir faire la passerelle d'un côté ou de l'autre de manière totalement clientéliste, et ça peut retourner un pays politiquement. L'histoire d'Israël est marquée comme ça, par ça. Hein. La Knesset, du coup, a été largement dominée par l'extrême droite, et de plus en plus, parce que c'était des groupes minoritaires d'un point de vue électoral, mais qui étaient en capacité d'influer sur des groupes majoritaires, au point de finir dans des gouvernements, au point de finir par influencer des actions politiques, au point de finir avec un génocide. Donc est-ce que, tu vois, à un moment donné, ces limites-là qu'on connaît au parlementarisme, moi je l'entends, les critiques de la 5e, et je suis assez d'accord avec le présidentialisme, parce que ça a bien atteint ses limites avec Macron. Mais en fait, je trouve des fois on est trop enthousiaste sur un modèle qu'on connaît finalement par d'autres pays et dont on sait qu'il marche pas si bien. Ben oui, mais c'est toi qui parles de parlementarisme, moi je t'ai pas parlé de ça. Si on sort du présidentialisme. Eh il n'y a pas que deux systèmes qui existent. Moi je suis très pour des conventions citoyennes, par exemple. Première convention citoyenne qu'on pourrait faire, c'est sur l'information. On parle beaucoup de C8, etc., l'ARCOM, les médias qui appartiennent à des milliardaires. Faisons une convention citoyenne, on tire des gens au sort. C'est marrant, Macron il l'a fait en étant persuadé que les gens étaient débiles. C'est le truc qui me régale le plus dans ce qu'il a fait. Il était persuadé que les gens étaient débiles. Donc il a dit l'écologie, je m'en fous, je vais demander aux gens, comme ça ils vont vouloir garder leur 4x4 et leur barbecue, ils me feront pas chier et avoir de la 5G. Manque de bol, quand tu mets des gens ensemble, tu les fais discuter, tu les fais rencontrer des gens qui connaissent vraiment, genre des climatologues ou des gens comme ça, des sociologues, etc. Des gens dont c'est le travail, qui bossent pas pour un lobby. Et c'est pas qu'ils deviennent moins cons, c'est qu'ils se rendent compte, ils étaient pas cons au départ les gens, mais ils sont dans si tu les enfermes dans une boîte avec un certain type de réalité, ils vont croire à la boîte, forcément. Et il se trouve que ça a super bien marché, puisque toutes les propositions, elles étaient très stylées, de la Convention citoyenne pour le climat. Bon, après Macron, il a dit, il a commencé par dire, je prendrai pas de joker. Après, il a dit, je prends 3 jokers. Après, il a dit, je vais prendre 2800 jokers. Le gars change les règles du jeu. Tu joues au Monopoly avec lui, il dit, ah, attendez, je reprends 15 000 balles. C'est pas normal, monsieur, de faire ça. Bref, je passe sur Macron et sa personnalité. Mais une convention citoyenne, voilà, on serait pas dans le parlementarisme. Là. Mais après, il faut une convention citoyenne avec une capacité d'action, avec un pouvoir exécutif derrière. Sinon, c'est du blabla, évidemment. Ouais. Ça peut être un chemin, ça. On l'a déjà expérimenté, ça fonctionne. Il y a des biais, évidemment, hein, comme tout ce qu'on va mettre en œuvre, il y aura des biais. Mais il me semble que les biais sont moins problématiques que les biais du parlementarisme dont tu viens de parler. Et encore moins problématique que ceux du présidentialisme. Et du coup, quelqu'un dans le chat demande, d'accord, mais comment on prend le pouvoir ? Votez pour moi. Comment on prend le pouvoir ? Alors là, vous me posez la question, alors j'ai bien réfléchi. Il y a 2 solutions, soit par la révolution, mais pour moi, ça pose quand même quelques problèmes. C'est stylé, c'est romantique, ça fait des beaux tableaux, ça fait des films incroyables, d'accord. Mais c'est toujours un peu bancal quand même. On ne sait pas trop ce qui se passe après, parce que c'est de l'instabilité. Déjà, on n'est pas sûr de gagner, hein, parce que, attention, ils sont quand même très armés. Hein. Moi, j'ai fait les salons de la sécurité intérieure là, pour mes micro-trottoirs, mes chroniques, je les ai vus. Les chars lance-grenades,
Moi, je les ai vus 2 ans avant. J'ai dit, ah d'accord, ça va être dans les manifs. Ouais, moi, Puis après, j'ai vu les armes automatiques des survivalistes et des fachos. Ouais. Franchement, la bagarre, on se débrouille, mais je pense qu'on n'est peut-être pas équipé comme il faut, quoi. C'est pas avec nos Sarwell et nos Bolas qu'on va gagner. Ouais, on pêche un petit peu à ce niveau-là. Et puis même si on gagne, qu'est-ce qui se passe après, quoi? C'est un peu, c'est un peu aléatoire. Et puis il y aura des morts, etc. Est-ce qu'on souhaite ça? C'est une autre. Oui, est-ce qu'on est sûr de rester les gentils? Moi, c'est toujours ce que je dis sur les gens qui parlent de révolution. C'est facile au début de croire que t'es dans le camp du bien. L'histoire est marquée par des gens qui étaient persuadés d'être le camp du bien et qui, une fois au pouvoir ou en capacité d'user de la violence, ne l'ont pas fait de la bonne manière ni pour les bonnes raisons et sont devenus les monstres qui prétendaient combattre. Donc, quelles conditions à ta violence tu mets, d'existence à ta violence tu mets qui font que tu ne deviendras pas toi-même injuste? Ça pose quand même de très très grandes questions morales et j'ai pas toujours l'impression qu'on y réfléchisse. Pareil. Et puis dans l'histoire, on a vu que bon, c'était souvent pas ça qui se passait. Que les gentils restaient pas forcément les gentils. Parce qu'une fois que tu occupes une position dominante, tu as envie de la garder. Donc, s'il y a des gens qui commencent à te faire chier, tu vas utiliser les armes que tu as sous la main. Bref. Donc, encore une fois, il faut penser en structure. Et le deuxième, sinon, la deuxième solution, c'est un peu, ça revient un peu à ce que je disais. Moi, je pense qu'il faut arriver avec une équipe. Ça peut être une bonne solution. Tu arrives avec une équipe. Et c'est marrant, j'en ai déjà discuté avec quelques personnalités politiques. Que ça a un peu interloqué parce que je s'étais jamais posé la question, mais il me disait, mais genre à la matinale de France Inter, tu fais comment? Je dis, t'arrives à 10. Et Léa Salamé, elle dit, alors la question sur l'agriculture, tu dis, attendez, l'agriculture, ça va être Jacqueline, c'est ma ministre de l'Agriculture, elle est agricultrice, enfin je sais rien, tu vois, avec la Jacqueline en question, qui elle connaît les dossiers. Mais c'est pas le grand oral de l'ENA, putain, à chaque fois, tous les 5 ans, c'est le grand oral. Alors, le prix du lait, on va poser une question sur l'insécurité. Maintenant, le sport dans les écoles. Attendez, les gars, c'est pas possible qu'une personne, elle ait toutes les réponses à ça. Et c'est même pas souhaitable. Ce qui est marrant, c'est ce que font les rappeurs sur Planète Rap depuis des années. C'est on les invite tout seuls, ils arrivent à 25 et ils foutent le bordel. Pourquoi pas faire ça en politique? Non, mais j'avoue, la proposition, ça j'aime bien. Moi, ça me plairait. Le type arrivé à 10, voilà, là, une belle équipe bien vénère, ça serait marrant. En plus, c'est trop, ouais, c'est bien comme, comme inspiration. Mais oui. Et tu dis, c'est normal que moi j'ai pas les réponses à toutes les questions. J'en sais rien, moi, l'école, le sport à l'école. Mais par contre, mon ministre de la jeunesse, je sais pas quoi, lui, il a réfléchi parce qu'il a écrit 4 bouquins dessus, donc il va vous répondre beaucoup mieux que moi. Tenez, je lui laisse le micro. Mais du coup, on remarque que tu as quand même pas mal réfléchi à la question. Et quand on connaît ton passé, on sait que tu as presque été élu président de la République, puisque tu as reçu 6 parrainages de différents maires lors de l'élection présidentielle de 2022. Est-ce que tu as déjà eu la tentation, du coup, de faire de la politique? Et est-ce que tu as déjà été peut-être contacté par des partis? Est-ce qu'on t'a déjà proposé? Les filles m'ont proposé d'être député la dernière législative. C'est vrai? Je savais pas du tout. Ouais. Hein? Je savais pas du tout, incroyable. Ouais, ils m'ont proposé dans l'Essonne et j'ai dit je vais pas être parachuté. J'ai fait 10 000 chroniques sur les parachutages pour dire que c'est de la merde. Donc du coup ils m'ont proposé en Ille-et-Vilaine et je leur ai dit bon d'accord mais je veux le perchoir parce que je voulais pouvoir dire la parole est à ce gros con. Et ils m'ont dit non t'abuses. Non mais de toute façon non c'était pas. Je les ai un peu fait attendre mais dans ma tête je me suis jamais imaginé député. Non c'est pas. En vrai c'est beaucoup de boulot. C'est pareil c'est. Non, mais il y a plein de raisons pour lesquelles j'ai dit non, mais parce que ça m'aurait pas amusé, parce que c'est beaucoup de boulot, parce que c'est un autre boulot que ce que je fais en ce moment, parce qu'il y a des gens qui sont militants et qui travaillent sur le terrain et que j'allais pas arriver. Poussez-vous, il y a ma tête à la télé, donc casser, distribuer les tracts avec ma tête dessus. Enfin bon, bref. Mais ouais, on m'a déjà proposé. Mais faire de la politique, là, ça voudrait dire soit aller dans un parti. Moi, comme tu l'as constaté, tu l'as rappelé à de nombreuses reprises, j'ai un peu de mal avec il faut suivre la ligne du parti. Donc je pense que ça durerait pas longtemps. D'ailleurs, ça aurait pas duré longtemps avec les filles non plus, hein, à bien y réfléchir, mais bon, bref. Et sinon, il faut créer un parti. Du coup, tu rajoutes de la division à division. Donc pour l'instant, la réponse est non, monsieur. Mais j'ai bien dit, peut-être que le plus important de ma phrase, c'était le pour l'instant. Ouais, notez ça. Déformez tous les propos qui ont été dits dans cette interview. Guillaume Meurice dit qu'il va rejoindre LFI et prendre la place de Mélenchon. Moi, j'ai compris ça. Dans les sods.
Je te mets dans une sauce, je te mets dans une sauce où t'étais pas. Vas-y, j'ai l'habitude, t'inquiète. Ça te manquait. Je voudrais Je suis revenir deux devenu minutes sur la question de la censure. Comment t'expliques que aujourd'hui, toi, tu te fais virer? Aujourd'hui, des humoristes de gauche ou des humoristes racisés se font virer sans aucune raison, mais que c'est nous la cancel culture. C'est à nous qu'on renvoie en permanence cette image de vous voulez supprimer la liberté d'expression, vous voulez empêcher un tel ou une telle de s'exprimer, alors que nous concrètement on dénonce des violences, des VSS, du racisme, des choses comme ça, mais que factuellement on n'arrive pas à ce que des Polanski ou des Depardieu arrêtent de recevoir les honneurs des Césars ou de Emmanuel Macron ou quoi que ce soit. Comment ça se fait que c'est nous la cancel culture? Bah, on va revenir assez rapidement sur des dominants qui veulent garder leur statut de dominant. Et l'astuce rhétorique, elle est assez efficace, je trouve, de leur côté. C'est qu'ils dévoient complètement le mot liberté. Mais c'est normal parce que le mot liberté, il est pas fastoche à utiliser. Par exemple, la liberté d'expression. Ça n'existe pas en fait. Et tant mieux que ça n'existe pas. Ça veut dire que moi, j'ai pas le droit d'aller insulter un noir dans la rue parce qu'il est noir. Ça s'appelle du racisme et c'est interdit parce que, en tant qu'être humain français, on s'est dit tiens, c'est mieux que ça se passe pas. C'est mieux que ça soit interdit. C'est mieux qu'on n'ait pas le droit de le faire. Donc ça, c'est une atteinte à ma liberté d'expression. Donc en fait, le problème, c'est que la liberté, elle est toujours circonscrite dans un cadre qui est du coup méga paradoxal puisque on dit bah alors c'est plus de la liberté. Donc le mot est biaisé. Donc ils l'utilisent tout le temps. Évidemment, ils utilisent toujours ce biais pour dire bah alors dans ce cas-là, c'est pas de la liberté. Mais dans ce cas-là, moi, si j'ai envie d'aller foutre une grosse tarte dans la gueule à un présentateur de CNews, du coup, au nom de ma liberté, j'ai le droit de le faire ou pas? On voit bien que le principe, il a des limites très rapidement. C'est que la liberté, elle doit être circonscrite dans un cadre qui s'appelle la loi. Après, on peut discuter de la loi. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais pour l'instant, c'est un peu notre règle du jeu commune. On joue avec cette règle-là. Donc ils utilisent ça pour dire, regardez, ils essayent de ne pas respecter ce principe fondateur de la démocratie occidentale qui est la liberté d'expression, sauf que on a décidé que c'était interdit comme dit Zemmour à la télé, de dire tous les mineurs isolés sont des violeurs. Voilà, ça c'est interdit parce que c'est faux, parce que tu es une chaîne d'information, parce que tu trompes les gens, parce que ça peut avoir un impact sur des votes, pour plein de raisons. On peut décider, les États-Unis ont fait un autre choix par exemple. Ou un autre non-choix, si on ne croit pas au contrat social, tout ça. Mais en tout cas, eux, ils seront dans une liberté d'expression. Donc tu peux avoir le Ku Klux Klan qui manifestent dans la rue en tenue d'apparat. Et... Moi, j'ai pas trop envie de ça en France. Mais ça se discute, hein, il y en a qui ont envie de ça. Mais c'est un autre modèle. Donc, je pense qu'à chaque fois qu'ils disent ça, il faut leur rappeler que juste... est-ce qu'ils ont envie de subir les choses qu'ils font subir aux autres, quoi? Et le problème aussi, j'ai l'impression, c'est que non seulement ils dévoient le mot liberté, mais ils dévoient aussi l'humour en entier. C'est-à-dire qu'ils ont appris à instrumentaliser l'humour de manière extrêmement oppressive. La campagne de Trump, par exemple, c'était assez impressionnant, l'utilisation des mèmes et de tout l'humour Internet et de la culture Internet pour faire du trolling, de la blague, etc., etc., autour d'idées extrêmement discriminantes. On le voit aujourd'hui sur l'Internet français avec des figures comme Papacito ou le Raptor qui se sont hyper installés en disant des horreurs, mais en se cachant toujours derrière ce masque de l'humour de ah non mais on déconne et si vous nous attaquez vous êtes contre la liberté d'expression, contre l'humour, etc., etc. On l'a vu à l'époque avec Dieudonné qui utilisait l'humour pour cacher le fait qu'il tenait des propos tout simplement négationnistes et qui faisait la promotion de personnalités négationnistes. Comment on fait quand on a des gens qui justement qui dévoient tout, qui instrumentalisent en plus complètement l'humour comme là tu parlais de bouclier, mais là pour le coup vraiment un bouclier où mais de toute façon, si vous riez pas à nos blagues racistes, vous êtes les culs serrés de gauche, pas marrants, insupportables, patati patata. Et où finalement, tout le débat politique, au lieu d'être sur le racisme, il vient sur nos degrés d'humour à nous, notre acceptation de la liberté d'expression et tout. Oui, parce que c'est... on va revenir encore une fois au fameux rapport de force. Tu peux... moi, je compare souvent ça à ce qui se passe dans une cour d'école. Tu peux harceler un gamin à l'école et le pousser au suicide avec des très bonnes blagues. Tu peux vraiment être hilarant. Là où je disais que c'était pas une arme, c'est l'humour, ça reste quand même un outil. Donc tu peux t'en servir pour des bonnes intentions, pour des mauvaises intentions. Moi où je disais que je m'en servais plutôt
j'essaye pour des bonnes intentions, mais c'est même pas le sujet, mais plutôt pour en défense, on va dire. C'est qu'on se sent quand même un peu en permanence agressé par des gens qui veulent nous imposer des trucs. Et du coup, je m'en sers pour me défendre. Mais tu peux très bien t'en servir, oui, pour harceler. Est-ce que les humoristes ou les youtubeurs dont tu parlais s'en servent beaucoup pour harceler des meufs, Mm. harceler des personnalités de gauche, etc., etc. Et ils peuvent le faire, mais de manière très drôle, en fait. Je pense qu'il faut aussi arrêter de mettre l'humoriste sur un piédestal parce qu'il fait de l'humour. Alors à ce moment-là, il a le droit de tout dire. C'est pour ça que le slogan "Je suis Charlie", il était con, parce qu'un slogan, c'est toujours con de toute façon. C'est qu'il voulait tout et rien dire. Du coup, il voulait tellement dire de trucs qu'au final, il était inopérant. La liberté d'expression, mais pas ci, mais pas ça. Enfin, tu vois, il aurait fallu un petit astérisque et puis marquer en dessous ce dont on avait parlé, ce dont on a le droit de parler, ce dont on n'a pas le droit. Donc, moi, je pense, pour résumer mon propos, qu'il faut toujours essayer de définir l'intention de la personne. Donc, quand l'intention de la personne, c'est d'harceler des, je sais pas, des personnes racisées ou en faisant un accent ou une blackface ou de harceler des meufs parce qu'elles ont dit un truc féministe qui t'a heurté dans ta masculinité. Quand l'intention c'est celle-là, pour moi c'est dangereux, oui, c'est sûr. Mais encore une fois, c'est pas tellement c'est pas le fait d'utiliser de l'humour, c'est plutôt le fait d'utiliser de l'humour pour dire ce type de truc. Mm. Moi, ce qui m'intéresse toujours chez un humoriste, c'est qu'est-ce que tu essayes de me dire. Et dans une chanson aussi, en vrai. Dans chaque pratique artistique, ce qui m'intéresse, c'est attends, très jolie ta chanson là, mais je comprends pas bien l'autrichien. Donc je vais aller sur Google Trad quand même. Mais c'est joli, hein. C'est vraiment joli. La mélodie est super. Donc un humoriste, c'est pareil. Je vais dire, attends, c'est marrant, ouais, ça m'a fait marrer. Mais qu'est-ce que Ah oui, non, t'essaies de me dire ça. Ouais, donc là, c'est un peu problématique. Je sais pas si j'étais très clair, car ma réponse était très très longue. Non, c'est super clair. Mais du coup, ça me renvoie un peu tu vois, au fait qu'à gauche, on nous dit toujours qu'on n'est pas drôle, qu'on n'a pas d'humour, qu'il n'y a pas d'humour de Mais qui dit gauche ça? et tout. Hein? Qui dit? Qui est Et on? bon, nos opposants politiques Oui, bah voilà, sur Internet, tu vois. ça veut rien dire. Mais je me dis, je pense, globalement, c'est faux. Mais il y a une part de vrai que je vois, par exemple, sur ce qu'on fait sur les réseaux, où on est parfois un peu dans une autocensure. Je pense aussi une peur En fait, on est dans une performativité militante, tu vois, où on veut toujours On veut être montrer patte parfait, ouais. blanche, pas faire On veut être d'erreurs. pur. Ouais, ouais. Tu vois? Et est-ce que tu vois, des fois, on n'en vient pas justement. Moi, j'en parle souvent avec des gens qui créent, tu vois, sur Insta, sur YouTube et tout, et qui me disent bon, j'avais une blague, mais je l'ai enlevée parce que voilà, je sais pas comment ça va être perçu et tout. Et je dis, mais c'est quoi la blague? J'écoute la blague, elle est pas du tout oppressive ou rien du tout, mais cette peur, tu vois, parce qu'on est un peu trop. Des fois, on se renifle un peu trop le cul et on est peut-être pas, on se laisse peut-être pas assez de marge d'erreur aussi, quoi, tout simplement. Et je sais pas si tu avais une take là-dessus, une opinion sur ça, mais cette impression, tu vois, que c'est quand même pas si facile, quoi, de faire de l'humour à gauche ou d'avoir de la liberté de ton. Moi, je me pose pas trop ce genre de questions parce que j'ai pas trop peur de me tromper. Et quand on me dit là, tu t'es trompé, c'est arrivé que je dise ah oui, oui, effectivement, c'était un peu con là, ce truc-là. Parce que encore une fois, j'ai des biais qui sont liés à ce que je suis. Et quand une personne est venue me dire tiens, là, j'ai pas trop aimé parce que si, parce que ça, et que je trouvais que la personne avait raison et de bons arguments, j'ai aucun problème à me dire ah oui, oui, je ferai plus ce genre de truc. Mais c'est pas du flicage, c'est une idée de devenir un peu moins con collectivement. C'est pas idiot, hein. D'ailleurs, même sur mon affaire de prépuce, mon premier réflexe a été de me dire ah bah merde, j'ai peut-être dit un truc antisémite sans faire exprès. Parce que voilà, j'ai pas. Puis après, bon, j'ai dit non. Après, j'ai trouvé ça antisémite de trouver ça antisémite. Je dis putain, j'ai dit Netanyahou, ça veut dire qu'ils assimilent tous les juifs à Netanyahou. Mais ouais, donc ça, je trouvais ça antisémite. Mais moi, je trouve que c'est pas un mauvais réflexe de se dire. Si ton intention est de, je sais pas, ça dépend de l'intention, encore une fois, si ton intention est de ne pas choquer tel type de personne, si tu fais une blague qui les choque, bah du coup, j'imagine t'as raté. Après, si tu te prives de la faire parce que t'as peur de la réaction de certaines personnes, de toute façon, quoi que tu fasses et quoi que tu dises publiquement, là, il y a des gens qui vont nous regarder ou qui vont regarder des extraits, qui vont dire qu'on est des connards. C'est là, c'est ce qui va arriver de toute façon, donc... Ouais, je précise mon propos. Moi, je suis tout à fait pour faire attention, Oui. tout simplement, hein, pas être violent avec les gens, pas dire de propos discriminants, etc. Mais simplement, j'ai pu remarquer sur les réseaux qu'au-delà de ça, il y a une espèce de police militante qui vient des fois te taper sur les doigts.
t'as Oui, strictement, voilà. littéralement rien fait. Il y a des gens qui se prennent des sauces à la limite du cancel. Ça, je l'ai vu plusieurs fois pour rien. Et tu te dis, et vraiment pour rien, on n'est pas du tout sur à minimiser des cas réels, etc. et tout. Je sais pas si je cite des noms parce que je veux pas mettre des gens dans la merde, mais du coup, tu vois, je me dis, au bout d'un moment, ça met une pression collective où on n'est plus sur attention, voilà, à pas répéter d'oppression, etc. C'est une très bonne chose. Moi, si je dis une connerie, qu'on vienne me reprendre et qu'on me dise non, mais là, attention, ça peut être oppressif, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est très sain pour changer, évoluer, se remettre en question. On est structuré, on est fabriqué par des structures, donc forcément, on a des biais et ces biais-là, les remettre en cause, c'est très important. Mais d'un autre côté, il y a aussi une réalité, c'est, je veux dire, si on est dans une espèce de contrôle permanent parce que des gens sont sur notre cul H24, enfin, ça c'est peut-être spécifique au réseau, je sais pas aussi à... C'est ce que j'allais te répondre ça. Moi, je suis paradoxalement assez peu sur les réseaux dans le sens où je lis jamais les commentaires et tout parce que c'est trop long et que c'est souvent pas passionnant. Donc après, oui, comme je te dis, il y aura toujours des gens qui vont s'offusquer, il y a des gens qui seront pas d'accord avec toi, et tant mieux. Moi, je bloque jamais personne, j'ai jamais bloqué personne sur les réseaux sociaux. Mais par contre, c'est vrai que c'est assez rare que j'aille lire les commentaires sous mes chroniques. Donc, je laisse les gens s'exprimer et puis interagir les uns avec les autres. Je trouve ça assez cool qu'il y ait cette liberté-là. Et je fais jamais de modération, ce qui est peut-être un tort. Mais voilà, parce que j'ai pas le temps et puis parce que donc ça m'atteint pas vraiment. C'est pour ça aussi, hein, quand tu me demandais comment j'ai vécu la polémique, j'étais pas. Enfin, moi, j'ai une vie, je vais boire des coups avec des potes, je vais au cinéma, enfin, une vie lambda, quoi. Donc, j'étais pas là toute la journée à dire, oh, merde, qu'est-ce qu'on dit de moi? Ah, merde, Patachon 72, il a trouvé que j'avais déconné. Tu vois. Patachon 72, je veux bien discuter avec lui s'il veut, mais bon, pas sous un commentaire où il dit, meurs, fils de pute, tu vois. Oui, parce que c'est ça aussi peut-être que les gens n'ont pas en tête, c'est là les gens en plus dont je parle, c'est pas comme si c'était des gens qui arrivaient avec la volonté du débat ou de la discussion, c'est vraiment le message qui te plombe direct. Moi, la dernière fois, j'ai eu un message parce que la musique de ma pause est trop forte et le message c'était que des insultes, mais genre vraiment, au lieu de me dire juste ah excuse-moi la musique de la pause est un peu forte, c'était mais t'es un espèce de connard, la musique de ta pause c'est insupportable, tu respectes personne, t'es vraiment une merde. Et j'étais là, je disais le message, je disais, comment tu peux me dire un truc pareil? C'est exactement ce genre de message dont je parle, tu vois. Je pense que j'ai quand même heurté personne et je me fais incendier, tu vois, et par quelqu'un qui suit la chaîne en plus. Et bon, là, tu vois, moi, je l'ai bloqué, j'en ai eu marre, tu vois, j'ai déjà les fachos et tout, mais vraiment insultant, quoi. Ouais, je vois, je comprends. Donc, t'en as marre, à un moment, t'en as marre. Ouais, non, mais après, oui, ça, c'est un peu rigolo. Bah, ça dépend l'importance que tu donnes à ce genre de réaction, quoi. Je vais pas te mentir, j'en donne assez peu. Oui. Moi, je pense qu'au début, j'y faisais très attention parce que, bah, en fait, t'as pas tellement de gens qui interagissent avec toi, donc tu te dis, ah, mais j'ai tort, machin, et je me remettais en question sur des trucs. Vraiment, ou si j'avais écouté tous les gens, à la fin, je pouvais plus rien faire. En fait, je pouvais vraiment, tout ce que je faisais, c'était une catastrophe. Et tout était contradictoire. C'est pas comme si ça allait dans le même sens, tu vois. C'était des injonctions complètement opposées les unes aux autres. Je peux pas y arriver. Ça peut aller dans l'autre sens aussi, hein. Enfin, je sais pas si t'as des gens qui te disent, c'est génial, t'es un génie, un truc comme ça. Moi, je crois ni l'un ni l'autre. Donc, on est juste. C'est pour ça que j'ai écrit Petite Loge de la médiocrité. On est juste on essaie de faire ce qu'on peut de la meilleure manière. En essayant d'être un peu amusant, et voilà, quoi, ça s'arrête là. Donc, je crois. Enfin, faut se méfier des deux côtés de la violence du truc, peut être aussi dans le côté fan-attitude, parce que t'es un peu connu ou t'as un peu d'audience. C'est pour ça que l'idée de modèle ou de devenir un guide, j'essaie de me dire assez loin, tu vois. Sur l'humour, il y a un truc aussi qui marque, c'est il y a un petit bouquin d'une anthropologue qui s'appelle Linda De Matteo, qui s'appelle L'idiotie en politique. Elle avait écrit avant Donald Trump, où elle parlait à l'époque, c'était la montée de la Ligue du Nord en Italie, et de l'importance en fait de la bouffonnerie dans la montée de l'extrême droite politique italienne, et qui a vraiment, quand on lit le bouquin, c'est impressionnant comme ça raconte Trump avant Trump. Et je me disais, tu disais tout à l'heure, tu vois, que il y a une des forces de l'humour, c'est la capacité à déshabiller les rois, mais quelqu'un comme Trump, qui est un bouffon total, qui arrive en disant des énormités constamment, comme son histoire, par exemple, à Pittsburgh, je sais plus si c'était à Pittsburgh ou à Springfield. À Springfield, il mange les chiens et les chats, des trucs comme ça.
Lui, il arrive, il est déjà à poil, tu vois. Est-ce qu'on n'est pas complètement désarmé face à des types, justement, qui n'en ont plus rien à faire, qu'on les déshabille et qui sont totalement des clowns, en fait, de base, en fait? Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je suis pas du tout d'accord avec le fait que Trump est un bouffon, ni même un clown. C'est un mec qui sait très bien ce qu'il fait. Alors, en plus, vraiment, la fonction du bouffon, c'était de dire la vérité au roi. Et de le dire de manière marrante, en faisant des blagues et des galipettes. Mais c'était la seule personne dans la cour qui avait le droit de lui dire t'as une crotte de nez, gros, en gros. Mais il avait vraiment une crotte de nez. C'est vraiment sa fonction, c'était ça. Donc Trump, c'est pas ça. Trump, il balance des fake news juste pour asseoir son pouvoir et sa domination. Pour moi, c'est pas du tout un clown. Un clown, c'est pas du tout ça. Oui, mais il joue du ridicule. Tu vois, c'est des types qui ont. En fait, au fond, ils jouent de la grossièreté, ils jouent d'un second degré, tu vois, que n'avait pas un homme politique comme Sarkozy, tu vois. C'est quelqu'un qui croit profondément à son image. Il a du ridicule en lui, mais il a du premier degré en lui. Là où un Trump, il y a tu vois, il y a un second degré, il y a une distance à ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est grotesque et il le sait et c'est perçu comme tel par une partie de son électorat, pas par tout son électorat. Tu vois, c'est des distances et des nuances dans le discours qu'on connaissait pas avant. Et ils ont pas peur, tu vois, d'aller dans l'outrance, dans le beaucoup trop, et c'est pour ça que je parle de ridicule, tu vois, même dans le ridicule, et je pense qu'ils en jouent et qu'ils l'instrumentalisent jusqu'à un certain point. Bah, il a abandonné l'idée assez tôt de respectabilité. Oui. C'est-à-dire surtout d'où il vient, de toute façon, Trump, il vient c'est un mec, un businessman, un mec qui faisait du show, c'est un showman. Donc il a jamais été là-dedans. Il a jamais été dans l'idée de les gens vont m'aimer ou voter pour moi parce que je vais présenter l'attitude d'une personnalité publique respectable qui a les solutions à leurs problèmes. C'est juste un peu le Joker, quoi. C'est un peu un mec qui crée du chaos et chez des gens qui n'ont pas de solution, qui trouvent pas de solution, en tout cas dans les politiques dits respectables, ils disent bah pourquoi pas à ce moment-là voter pour celui-là parce qu'au moins il fait nimp, mais au moins il met des coups de pied dans la fourmilière, quoi. Je pense que c'est ça. J'ai vraiment fait de la sociologie de comptoir, mais c'est plutôt un truc comme ça. Donc c'est ce qui marchait aussi avec Le Pen à l'époque, Le Pen père. Et à voir si ça se passe encore avec. Elle n'a pas la même stratégie. Pour le coup, elle a vraiment une stratégie de respectabilité. Ouais, rien à voir. Marine Le Pen, ouais. Mais je pense que c'est plutôt ça, ouais. Donc j'aime pas trop la comparaison avec un bouffon. À chaque fois, je trouve qu'elle est fausse. Oui, parce que toi, t'as un amour du bouffon, ouais, je vois ce que tu veux dire. Enfin, j'utilise. Ouais, non, parce que j'ai étudié. Linda De Matteo utilise vraiment le terme bouffon en italien, je sais plus comment ça se dit, bouffon ou un truc comme ça, tu vois. Elle dit que c'est vraiment jouer là-dessus et elle fait même tout un comparatif sur la métaphore sociale autour de ça et en fait, même dans les rôles, tu vois, enfin bon, je vais trahir son propos. Je vais le lire alors. Ouais. Vraiment, l'idiotie en politique, je te conseille la lecture. Mais du coup, je trouve ça pose quand même. Moi, je trouvais que ça posait vraiment une question sur l'humour, où je me disais, c'est dans un sens, c'est désarmant, parce que moquer Trump, bah finalement, ça le dessert pas, tu vois. Oui, parce qu'il est dans l'outrance et du coup, faire de l'outrance avec Trump, ça sert à rien parce que le gars est déjà dans l'outrance. Il y a un truc intéressant avec Trump, c'est que non seulement il a abandonné très tôt l'idée de respectabilité, mais il a abandonné très tôt l'idée de réalité. Il assume assez bien le fait que la réalité, il en a rien à branler. Ce qui est très caractéristique des gens de droite. Les gens de droite, ils s'en foutent de la réalité en général. Ils vont te dire, il y a un problème avec l'immigration, et si tous les démographes, ils disent, pas attends, ils s'en foutent, en fait, c'est pas leur sujet. La réalité n'est pas un sujet. Sauf que lui, il l'assume à fond. Il dit, oui, effectivement, il mange des chiens. Lui, il peut te dire, ça, c'est une table basse. Il peut faire 2 heures. Et toi, tu vas passer 8 heures à dire, bah, ça ressemble quand même vachement plus à un verre. Et il le sait, il sait très bien ce qu'il fait, il occupe l'espace public. Donc pour moi, c'est une stratégie de domination, c'est pas du tout une volonté d'être un bouffon, d'amuser la galerie ou de... Ah, mais pour moi, c'est pas contradictoire. Hein. C'est, tu vois, la bouffonnerie est un outil de domination. C'est ça, hein, d'ailleurs, l'explication de Desmateo, hein, c'est ça qu'elle raconte. Ouais, je vais lire alors, parce que là ouais, effectivement... C'est un usage du grotesque, tu vois, de quelque chose qui serait absurde, presque humiliant des fois, mais qui est retourné au service finalement d'une destruction du discours public, du débat aussi politique, parce que ça rend le débat politique extrêmement dur, ça rend la satire politique extrêmement dure, et quand même je trouve que c'est assez d'actualité sur les extrêmes droites, hein, sur leur capacité à dire tout et n'importe quoi, tu vois. Ils font du spectacle. Ouais, c'est vrai. Il fait du spectacle, un showman, il fait du spectacle, et la télé adore le spectacle, puisque c'est quasi sa raison d'exister aujourd'hui. Donc il est parfaitement dans les codes, il utilise les codes de son époque, quoi.
C'est pour ça que ça fonctionne. Il est adapté aussi, comme on va revenir à la biologie, il est adapté à son écosystème. Donc il survit très très bien. Il survit beaucoup trop bien. Et toi qui as une longue expérience des médias, justement, quand tu regardes la gueule de l'écosystème médiatique aujourd'hui, pour continuer sur la biologie, comment t'expliques qu'on en soit arrivé à ça? Tu vois, c'est une catastrophe. Je parlais de la télé il y a quelques jours en disant genre bon, mais là la télé c'est mort quoi. Enfin, après l'affaire autour merde, j'ai oublié le nom, Merwan Ben Lazar. Enfin tu vois, comment on explique que le monde médiatique se soit effondré si vite? Je dis pas qu'il était parfait avant, mais je trouve que là on est arrivé à un système où entre Bolloré Télé et en fait toutes les polémiques sur toutes les chaînes et le manque de qualitatif final sur la plupart des grandes chaînes d'information, mais même dans les grandes radios et tout, comment on explique que ça se soit cassé la gueule aussi fort? Bah, c'est pas très compliqué, c'est qu'il faut maintenir les gens devant l'écran sur leur canapé jusqu'à la pub. Donc pour maintenir les gens devant l'écran, il faut du spectacle. Et du spectacle, ça peut être les jeux du cirque. Donc, Oui, mais toi, t'es un spectacle, et t'es un bon spectacle, et ça marche, tu vois. Ou les gens qui font de la vulga sur YouTube, ils font des millions de vues avec un spectacle qui est un spectacle honnête. On n'était pas obligé d'aller dans le spectacle tu vois, de la fosse à chiottes de l'extrême droite, par exemple, c'était pas nécessaire, tu vois. Ah oui. Ben oui, mais comme ils n'ont pas tellement les intérêts. Je pense que Bolloré, son intérêt pour garder sa place de dominance, c'est pas tellement que les gens ils connaissent, je sais pas, tel type de grenouille en Amazonie. Ça l'intéresse pas vraiment. Son intérêt à lui, c'est plutôt qu'on pense que le problème vient pas des milliardaires, mais plutôt des Arabes. Donc bon, ça c'est facile, hein. C'est vraiment pas compliqué à comprendre là en termes de sociaux ou même de structure économique. Tant que la structure économique sera à la quête du profit et qu'il va falloir maintenir les gens devant le téléviseur, on filera plutôt des poubelles qui crament plutôt que des sociologues qui expliquent pourquoi la poubelle elle a cramé. Ouais, mais Bolloré, d'accord, mais France Inter derrière, même France 5, des fois on voit des trucs très limites, tu vois. On se disait, il devrait y avoir des contre-pouvoirs quelque part. Ou si on a CNews, où est la CNews de gauche, tu vois, pourquoi elle n'existe pas? Pourquoi on n'arrive pas à avoir, tu vois, une contre-proposition? Pourquoi ça s'est effondré aussi globalement? Pour avoir un CNews de gauche, il faudrait avoir un milliardaire de gauche. Moi, je connais un banquier d'affaires de gauche, mais je sais pas s'il a les épaules. En fait, c'est une question de pognon. C'est vraiment c'est qu'une question de pognon. Hein. C'est pas très très compliqué. Hein. Et pourquoi toutes les autres suivent? C'est parce que BFM, ils ont peur de rater les trucs. Ils sont à la course à l'audience, donc ils veulent eux aussi avoir des poubelles qui crament et du spectacle à montrer, du clash et du buzz. Et donc il court au cul de CNews. France Info, voyant ça, se dit merde, quand même, BFM, il marche bien depuis qu'il court au cul de CNews. Et tout ça se décale petit à petit, ouais, c'est pas. C'est ce qu'on constate, ouais. Ouais, puis dans le process, je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est un peu effondré sur. Moi, enfin, tu vois, par exemple, toujours par rapport à l'enquête que j'avais fait sur les survivalistes, j'avais fait pas mal de médias. Et t'es toujours étonné de voir, tu vois, tu sors de 4 ans d'enquête, t'as bossé comme anthropologue, t'as interviewé des tonnes et des tonnes de gens, et on te met en plateau face à face avec un type qui est un espèce d'expert autoproclamé, tu vois, qui en fait n'a jamais rencontré un survivaliste de sa vie, qui donne son avis après avoir lu 2 pages Wikipédia, et nos avis sont équivalents, tu vois. Et il y a un truc dans le dispositif médiatique qui marche pas aussi sur ça, quoi. On fait du commentaire d'actu en permanence et toutes les voix sont les mêmes. C'est Zemmour a la même valeur que Chapoutot. Sauf qu'il y en a un, c'est un historien qui a dédié sa vie à l'étude de l'histoire, et de l'autre, on a un militant d'extrême droite condamné pour racisme. Mais dans le monde médiatique, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de hiérarchie entre les deux, quoi. Mais oui, parce que le monde médiatique, il veut qu'il y ait un débat. Ils aiment bien les débats. Donc il veut qu'il y ait le clash entre toi et un mec qui défend des survivalistes. Enfin, voilà. C'est ça qu'il veut. Il veut du spectacle, il veut un match de foot, il veut un match de boxe. C'est ça qui fait de l'audience. C'est vraiment c'est la structure qui est comme ça, quoi. Ouais, à la fin, du coup, c'est l'argent, quoi. On en vient là, quoi. C'est vraiment ce que disait Bourdieu sur la télévision. L'audimat tue le média. Hein. Bah oui, c'est sûr et certain. Nous, on arrive à s'en sortir un peu parce qu'on fait du spectacle aussi, tu vois. À Nova, ça revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure. Donc, on invite des gens intéressants, mais aussi, tu as quand même la garantie de te fendre la gueule pendant 2 heures.
Mais sinon, on n'aurait que des gens comme Chapoutot, bah, ça serait une émission de France Culture qui sont super, mais qui font moins d'audience, qui remplacent pas CNews, tu vois. Donc, ouais. Donc ce qu'il faut, c'est changer, encore une fois, changer la structure. Et là, pour le coup, c'est la structure économique. Mais déjà, rien que d'interdire la concentration des médias dans les mains de. Parce que c'est le cas pour les médias, c'est le cas aussi pour l'édition. Tu parlais tout à l'heure de ma petite aventure avec Bolloré. C'est pareil dans l'édition. Le mec rachète, il rachète toutes les sphères d'influence. Il a même des salles de spectacle, tu vois. Moi, je vais pas jouer à l'Olympia. Mes potes, ils vont à l'Olympia. L'Olympia, c'est Vivendi. Vivendi, c'est Bolloré, tu vois. Il a vraiment il a la construction du début à la fin, tu vois. Il peut prendre ta carrière, dire, voilà, Olympia Prod, je te mets sur un piédestal, je te fais faire les médias, je te fais jouer dans ma salle. Après, je vendrai des t-shirts. Et ça, c'est pas que Bolloré, hein, c'est avec tous les mecs qui font du pognon. Mais j'ai envie de dire, ils auraient tort de s'en priver puisque c'est autorisé. La structure leur permet, donc ce qui doit exister existe. Je vois pas pourquoi on attend de Bolloré qu'il soit vertueux d'un coup et qu'il dise non, écoutez, je vais plutôt pas faire ça. Je vais plutôt financer cette chaîne YouTube qui m'a l'air intéressante sur les grenouilles en Amazonie. Bah, Mais non. alors, on fait quoi? Et quand même il ferait ça, il y aurait Jean-Michel Jean-Jean, milliardaire, qui prendrait sa place immédiatement. Ouais. Mais on fait quoi alors? Qu'est-ce qu'on peut. Enfin, là, ça a l'air horriblement déprimant, tu vois, quand on dit le truc comme ça. Mais on a quand même des alternatives, tu vois, des médias indépendants, tout ça. Nous, on propose des trucs. On peut faire, c'est proposer des trucs. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est proposer des trucs. De dire, bah oui, effectivement, il y a CNews, moi, j'aime pas trop. Bon, bah, j'empêche pas les gens de regarder CNews. Regardez CNews si vous avez envie. Mais si vous avez plutôt envie, bah, moi, j'invite des gens intéressants dans une émission le dimanche soir. Moi, c'est de faire un spectacle où on parle d'astrophysique et de l'infini de l'univers et de l'infini de la connerie. Et on se marre, on boit des coups après, on passe. Moi, mon but, c'est ça, c'est de proposer des. Ça n'empêche pas la critique. Hein. Je dis pas qu'il faut arrêter de critiquer, c'est très bien la critique, est nécessaire, mais la critique sans proposer autre chose, c'est déprimant, comme tu dis. Donc moi, j'essaie de proposer autre chose, mais j'ai l'impression que c'est ce que tu fais aussi. Et en plus, c'est ce qui nous permet de tenir debout, en vrai. Sinon, on se roulera en boule dans un coin, on dirait c'est perdu. Ouais. Bah voilà, bon, bah, je sais pas, moi j'ai été photographier des renards, par exemple. Ah, les renards. Parlons-en. Alors, raconte-nous. Je trouvais ça beau et je trouvais ça, voilà, j'ai passé 2 jours traquer les renards avec des appareils photo dans des affûts. Bon, bah, peut-être ça sert à rien, mais on essayait de faire sortir les renards de la liste des espèces dites nuisibles. Bon, bah voilà, on tente des trucs comme ça, on essaie de montrer la beauté de la nature. Ouais, on fait des choses. Et c'est ce qu'on fait qui nous construit aussi, donc finalement, je trouve que c'est la bonne voie. C'est quoi justement tes petites activités ressources, les trucs que tu fais qui te font du bien et qui te sortent? À part photographier des renards, j'imagine que c'est pas ce que tu fais tous les matins, mais dans ta vie comme ça, un peu les trucs où ça te fait du bien. Mais non, mais en vrai, moi j'ai la chance pour l'instant de gagner ma vie avec une activité que je ferais gratuitement. C'est-à-dire faire des blagues ou des projets avec des copains, je ferais ça même si c'était pas payé. Donc là, j'ai un coup de bol, c'est que les gens me disent tiens, bah prends un chèque, ça payera ton loyer. Je dis ok, merci. Et c'est vraiment cool. Donc non, j'ai pas vraiment besoin de. Bon après, si je fais des trucs comme tout le monde fait, mais oui, j'aime bien les animaux, donc je vais souvent dans la nature. J'ai pas mal de potes photographes animaliers qui me trimballent un peu partout. Donc je fais ça. Mais c'est pas tellement pour me ressourcer, c'est parce que ça me plaît. Et d'ailleurs, des fois, j'en fais des projets plus sérieux. Mais non, j'ai vraiment du bol, de faire des métiers qui n'en sont pas vraiment. Je me fais engueuler par mes copains humoristes quand je dis ça, mais je considère qu'humoriste, c'est pas vraiment un métier. Tu vois. Ah ouais, il y en a qui aimeraient pas. Hein. Ouais, je sais, mais... Et j'avais une question, mais sur un sujet un peu différent. C'est j'ai vu en cherchant, en préparant un peu l'interview, que on a un point commun, c'est que on s'est mis la communauté sportive sur le dos. Toi, alors, t'as fait une polémique parce que dans l'émission C'est à vous, t'as dit que tu trouvais tragique que les jeunes sportifs sacrifient leur jeunesse à la compétition. D'ailleurs, dans ton livre Éloge de la médiocrité, tu parles de tyrannie des podiums et tu compares le sport à l'entreprise. Donc, t'es plutôt critique de la pratique sportive. Moi, j'avais fait un bad buzz national parce que j'avais critiqué les injonctions toxiques et grossophobes autour de la pratique du sport sur les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu tapes anti-sport sur YouTube, normalement, tu tombes sur ma tête. Ouais. Des centaines de vidéos comme ça avec ma tête pour expliquer que je suis un monstre anti-sport.
Et le truc, c'est que j'ai découvert, et ça c'est un plot twist auquel je ne m'attendais pas, que tu avais quand même joué au foot en compétition en tant que goal, et même qu'avec ton équipe à la fac, tu as été champion de France universitaire. Bon, t'as été remplaçant et t'as joué 30 minutes dans la saison, mais quand même. Donc du coup, je voulais savoir, voilà, est-ce que tu es un gauchiste qui déteste le sport, comme le disent les commentaires sous les vidéos de C'est à vous, ou alors est-ce que tout ça n'est qu'une vaste fake news? Alors, je déteste pas du tout le sport, je déteste la compétition. Puisque comme je déteste pas mal les rapports de domination, j'ai une très belle phrase d'Albert Jacquard, qui est un mec que j'aimais beaucoup, un généticien, qui disait qu'un gagnant, c'est un fabricant de perdants. Et donc, j'ai rien du tout contre la pratique sportive, mais et je vais même aller un peu plus loin que C'est à vous, du coup, puisque oui, il y a eu une petite polémique. Enfin, polémique, faut pas non plus exagérer, mais oui, ça a suscité des réactions. Donc, j'ai dit que je trouvais assez con de sacrifier sa jeunesse à nager dans un bassin plein de chlore pour nager quelques centièmes plus vite qu'un mec qui sacrifie sa jeunesse à l'autre bout de la planète. Je trouvais ça assez absurde et je trouvais que c'était de l'ordre du sacrifice. Bon. De là, Florent Manodou, machin et n'importe quoi, connard et tout. Si tu tapes Florent Manodou, sacrifice dans Google, bah, tu trouves des interviews où il dit évidemment c'est un sacrifice. Enfin, tout le monde est au courant que c'est un sacrifice. Mais en vrai, j'ai rien contre Florent Manodou, j'ai rien contre les gens qui font du sport de compétition. Ce que je voulais dire là, et j'ai pas eu le temps de développer parce que c'est une émission de télé, ça va vite, c'est que ce qui m'emmerde, c'est que cette logique de compétition soit celle qui prime dans la société en général. Mais après, que des gens sacrifient leur jeunesse à nager dans du chlore, honnêtement, j'en ai vraiment rien à taper. Et ils peuvent très bien continuer à le faire, et ils peuvent très bien mettre ça à la télé et que les gens aillent les applaudir. Et Léon Marchand, il est sympa. J'ai pas de souci en fait. C'est juste que c'est. Encore une fois, je reviens beaucoup à l'aspect biologique de notre espèce, mais on doit beaucoup plus notre survie à la coopération qu'à la compétition. Et là, si on est en train de risquer de disparaître de la planète, là, c'est quand même un enjeu un peu majeur, c'est à cause de la compétition. C'est parce qu'on se fout sur la gueule en permanence. Alors que notre espèce, elle est très très forte. D'ailleurs, c'est vraiment son seul super pouvoir. Parce qu'on est un peu nulos. On ne sait pas voler, on court pas très très vite, on a froid l'hiver parce que nos poils ils sont tout petits. Mais ce qu'on sait très très bien faire, c'est créer des liens entre nous et coopérer. Ça, on est balèze. Il y a des autres animaux, les cétacés, etc., qui savent le faire, mais nous, on est vraiment, c'est notre point fort, quoi. Et là, on est en train complètement de le foutre en l'air au profit de ce qu'on appelle la compétition, qui est la lutte de chacun contre tout le monde. Et il faut être meilleur, il faut avoir plus de vues sur les vidéos. Là, il y a la mode chez les humoristes, ils se filment dans des zéniths, ils jouent dans des hangars à bestiaux. Tu parles, les mecs, ils payent 40 balles pour être à 200 mètres de la scène et te regarder sur écran géant. Bon, la tristesse, non? Venez, on arrête. Venez, on joue dans des salles de 600 et après on ouvre le bar et on boit des coups. Bon, bref, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Il y a beaucoup boire des coups, hein. À chaque fois dans tes histoires, il y a beaucoup boire des coups, je remarque. C'est la rencontre, quoi. C'est rencontrer les gens, déconner. Je sais pas, moi, je fais ça à tous les spectacles. Ça fait. Non, depuis que j'ai commencé. J'ai commencé les spectacles en 2007. Je suis jamais resté dans ma loge après un spectacle. J'ai toujours été boire des coups avec des gens. Genre les gens que tu connais pas du spectacle, machin, et tu vas au bar et vous buvez un coup. Mais même j'arrive à la salle en début d'après-midi, moi j'aime bien tout. Discuter avec les techos, je sais pas, avec les gens de l'organisation qui t'accueillent. J'ai des collègues qui arrivent à 20h25, qui jouent à 20h30, qui se barrent à 22h35. Bon, moi ça m'intéresse pas. Moi je ferais pas ça. J'aime pas assez le spectacle, je crois, pour faire ça. Ce que j'aime bien, c'est la totalité de l'aventure. Rencontrer les techos, régler les lumières, se marrer. Et puis à la fin du spectacle, des fois ça m'entraîne dans des aventures, mais à chaque fois c'est marrant. Bref, non, on m'a fait des messages sur toi quand j'ai annoncé l'interview et un message qui est revenu 2-3 fois, c'est « Ah, Meurice, il est super sympa, il paye des bières. » Ouais. T'es fait une réponse, hein. J'achète la sympathie. T'achètes ton public, hein. Ouais, j'achète le public. Et donc voilà, mais donc l'idée de compétition m'emmerde, pour finir sur ta question. Mais elle m'emmerde pas en tant que telle, elle m'emmerde parce qu'elle domine les rapports sociaux. Ouais, puis sur le sport, il y a quand même une vérité. Moi, j'ai grandi dans une famille très sportive, on faisait beaucoup de sport, et même à assez haut niveau. Et il y avait ce truc vraiment de s'entraîner tout le temps. Et quand tu parles de sacrifice, moi, je trouve que c'est juste, quoi. C'est de la privation. Les autres vont jouer à côté, sur le terrain vague, ils font des cabanes. Toi, je fais des tours de stade. Enfin, vraiment, faut arrêter de raconter. Je pense qu'en fait, c'est peut-être même pour ça que ça a eu des réactions aussi polémiques, tu vois. On va se reprendre une shitstorm. Non, mais c'est bien.
Oui. En le disant, je m'étais pas dit que ça allait provoquer des réactions, mais effectivement, après coup, je me suis dit, ah oui, j'aurais peut-être. C'est dommage que j'ai pas eu le temps d'aller au bout de mon raisonnement. J'aurais peut-être dû m'y prendre autrement. Parce qu'en vrai, que Florent Manodou il fasse ça, je me défends parce que j'ai peur qu'il me casse la gueule. J'adore Florent Manodou. Non, mais c'est pas ça du tout. Mais en vrai, je m'en fous qu'il fasse ce qu'il veut de sa vie. J'ai aucun souci. Ouais, C'est puis, juste, en voilà. fait, moi, ce que je trouve dérangeant avec les sportifs, c'est qu'à la fin, bon, ils aiment leur sport, tout ça, pourquoi pas, mais c'est qu'ils défendent aussi un modèle de société, et ça, on le voit Oui, très bien sur les réseaux sociaux. On voit bien que oui, finalement, oui. derrière le sport, c'est la méritocratie, Et quand c'est on veut, on peut. Ouais. l'entrepreneuriat de soi qui est mis en scène. Ouais, ouais, exactement. Mais je pense pas qu'ils s'en rendent compte, hein. Parce que les sportifs de haut niveau, vraiment, ils sont pris très très jeunes. Ils sont éduqués dans un truc. On va pas leur faire des cours de sociaux. On va pas Mm. leur dire si tu t'es pété le tendon d'Achille, c'est parce que la société t'a fait jouer 80 matchs dans l'année. On va dire bah non, c'est parce que t'as pas été assez à l'entraînement. Enfin, tu vois, moi je leur en veux pas perso, tu vois. Mm. Mais à la fin, t'aimes le sport, du coup, quand même, parce que pour aller jouer en compétition pendant des années, rechercher une équipe quand t'es à l'université et que tu faisais tes études, et même après, en tant qu'humoriste, t'étais réembarqué dans une équipe de foot d'humoriste, je crois. Donc t'avais Ouais, quand même un amour pour le truc, un peu. bah, j'aime bien, non, j'aime bien le foot. J'aime encore assez bien, mais je regarde plus de matchs tout seul, par exemple. J'aime bien regarder avec des potes. Hmm. Et les ambiances de stade, honnêtement, moi j'étais très fan de foot quand j'étais gamin, ouais. Et les ambiances de stade, là, je suis retourné il y a pas longtemps. Bon, ça a pas tellement évolué. Les chants homophobes, tu vois, en 2025, tu fais, oh, les gars, venez, faites autre chose, non? Ouais, Tu c'est dis, vrai. bon, ouais. Ça m'a étonné parce que j'ai vu une vidéo. Moi, j'étais très fan de l'OM parce que j'ai grandi dans les années 90. J'ai vu une vidéo de Sandrine Rousseau chez les Winners à Marseille, dans le virage sud de Marseille, et qui sont plutôt le club de supporters de gauche. Alors, ils me font marrer, les Winners. Ils ont un drapeau de Bernard Tapie et un drapeau de Che Guevara juste à côté. Ouais, non, mais ça, c'est Marseille. Faut pas, ne pose pas trop de Marseille. questions. Bernard Tapie, c'est un sujet compliqué. C'est Ouais, beaucoup c'est ça, c'est d'engueulades. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, mais la place de Bernard Tapie dans le mythe marseillais, c'est une merde. Et ouais, moi, ouais. tout ce que je connais du foot, c'est les virages du Vélodrome, donc j'ai peu d'éléments de comparaison. Je suis pas très foot. Je suis allé voir quelques matchs, voilà, en virage. Ouais. Et oui, non, mais les insultes homophobes, je suis d'accord, il y en a. Après, je crois qu'on a à Marseille la chance d'avoir un virage Oui. plutôt politisé qui Oui. tend Oui, à oui, non, c'est vrai. s'améliorer, quoi. Ouais. Mais c'est rigolo, du coup, j'ai vu Sandrine Rousseau qui postait des vidéos depuis, depuis le virage sud. Je me suis dit, bon, soit ils ont changé leur chant, et tant mieux, soit Sandrine est restée 5 minutes et s'est barrée après. Après, moi, Mais, la dernière fois que j'y suis allé, je crois que s'il y en a, je suis pas sûr qu'il y en avait. Je crois ils avaient fait d'autres plans. C'était contre une bon, équipe du Portugal ou je sais pas quoi. Bon, après, c'était un tel boucan que enfin, je veux dire, j'ai pas tout entendu non plus. Hein. Mais après, c'est vrai que le folklore est marrant. Moi, l'idée du stade, c'est quand même assez drôle parce que vraiment, tu déposes ton cerveau à l'entrée. Enfin, tout ça n'a aucun sens, mais tout le monde est au courant que ça n'a pas de sens et finalement, on s'en fout. Donc, j'aimais bien, ouais. Là, un peu moins maintenant, en vieillissant. J'ai hmm. aussi, j'ai commencé à me désintéresser quand les joueurs sont devenus plus jeunes que moi. Ah, Un truc de, tu sais, pas de jalousie, mais bon, allez, c'est bon, maintenant, j'ai 30 balais, je vais pas applaudir des petits cons. Il y a peut-être un peu de ça. De ah. seum, c'est le mot que je Guillaume cherchais. Meurice déteste les joueurs de foot jeunes. Vous noterez ça, d'accord? N'hésitez pas. Et Florent Manodou. Il veut se battre avec Florent Manodou, c'est ça? Il veut se J'ai bien battre. compris. Hein. On m'a rapproché. Ouais. Prochaine UFC Paris. Guillaume Meurice contre Florent Manodou. Sur CNews, ça ferait des vues. Alors, Ah ça là, durerait pas longtemps. franchement, il y aurait du monde. Hein. Faudrait vendre le spot de pub le premier, quoi, parce que ça va pas durer longtemps, cette histoire. C'est pour ça que je dis, tu sais, que tu me posais la question des menaces de mort et tout. Mais même les menaces de me faire casser la gueule dans la rue ou quoi. Moi, je dis, franchement, ça va être déceptif, quoi. Parce que moi, je sais pas me battre. Tu sais, je pense, il y a des chances que tu mettes un pain et que je tombe et que j'ai le nez en sang. Le combat est terminé. Est-ce que tu vas te sentir mieux après? Je suis pas sûr. Enfin, je pige pas le. Il y a pas. Ouais. T'as déjà eu des interactions avec des invités à la radio après l'émission ou dans la rue après avec des gens où tu t'es dit là, je vais me faire casser la gueule? Non, non, mais j'ai même, tu sais, j'ai fait le meeting de Zemmour et tout avec France Inter. Et... Bon, je pense que le meeting de Zemmour, ils avaient peur que je me fasse casser la gueule, donc il y avait deux, trois personnes qui me suivaient, mais pas du tout pour surveiller que justement ça se passe bien. Mais je me suis fait insulter vite fait de loin, mais moi ça m'intéressait les insultes, donc je disais, mais venez, viens me les dire au micro, ça me fait un son à diffuser. Mais non, il y a quelques personnes mécontentes qui viennent me voir dans la rue, mais souvent c'est parce qu'elles connaissent pas.
Bah, pendant la polémique, c'est arrivé quelques fois. Des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu fais pas... oui, c'est scandaleux ce que vous avez dit, vous n'oseriez pas faire ce genre de blague sur le Hamas. Bah, je dis, bah, est-ce que vous avez écouté mes chroniques? Non. Bah, fin de la discussion, qu'est-ce que je te dis? J'en ai fait, j'en referai, enfin... Mais je peux pas leur en vouloir, ils connaissent pas... Je veux pas les obliger à écouter toutes mes chroniques. Mais dans ce cas-là, peut-être renseigne-toi un peu avant de... bosser un peu tes arguments, quoi. Ouais, c'est plus l'image que les médias ont fait qui te dessert finalement que les gens qui connaissent vraiment ce que tu fais et qui au final sont en mode bon, non, ça va quoi. Ouais. Et en plus, ça m'intéresse comme je te disais, ça m'intéresse de savoir pourquoi les gens sont pas d'accord. Donc souvent, j'y prête attention. Je dis, ah bah non, bah dis-moi si jamais je dis de la merde, je dis de la merde, et voilà. C'est un peu ton moteur, ça, hein, c'est d'aller chercher les gens avec qui tu es en désaccord et de les laisser parler. C'est pour ça que tu parles d'aïkido sémantique. C'est vraiment, tu les laisses partir dans leur truc et t'attends qu'ils se plantent, quoi. Ouais, c'était beaucoup mon père qui faisait ça. Il faisait ça beaucoup avec moi. Enfin, il fait encore d'ailleurs. Et mes parents, ils avaient une petite maison de la presse. Mon père, il était cheminot quand je suis né, mais après, il a profité d'un plan de départ à la SNCF. Enfin, la SNCF licenciait des gens, du coup, il filait des chèques à ceux qui partaient. Et il a ouvert une petite maison de la presse. C'est vraiment là où j'ai grandi. Et dans le magasin, ça discutait toute la journée. Donc j'ai vraiment vu à l'œuvre mes parents et contre tous les gens du village. Donc comme je te disais, c'était les seuls écolos. Donc il n'y a quand même pas beaucoup de gens d'accord avec eux. Mais tout le monde venait discuter quand même. Il y avait de tout. Et j'ai vu mes parents pratiquer un peu ce genre de choses en disant, ah d'accord, tu penses ça, mais alors ça voudrait dire que tu penses ça. Je me souviens d'un truc, ça m'avait marqué quand j'étais gosse, je crois que c'était au moment du permis à points. Enfin bon, en gros, les gens venaient gueuler dans le magasin quand il y a des discussions, ils disaient oui, de toute façon, les automobilistes, on est des vaches à lait, moi je peux très bien conduire, même si j'ai bu, je sais plus combien, tu vois, 4 verres. Et mon père, il disait, ah oui, non, mais toi, parce que t'es un super pilote, mais imagine Dédé là, Dédé avec 4 verres, il va te foncer dedans, en fait, c'est pour te protéger toi. J'étais là, attends, il se fout de ma gueule. Et à la fois, ils se foutaient un peu de leur gueule, gentiment, et à la fois, c'était un bon argument, je trouve. C'est pas mal, ça peut marcher. Je pense que ça peut allumer la petite lumière qui s'allumera pas si tu dis au gars, mais conduis pas, tu vas te planter, quoi. Oui, là, tu dis non, mais toi, évidemment, Jackie, toi, t'es un super pilote, bien sûr. Toi, tu pourrais boire 2 pintes et t'arriveras à rien. Mais c'est pour te protéger des autres. T'as vu, ils sont cons, les autres. Pas mal. Je l'attends. Prochaine fête de village par chez moi, je l'attends. Et ça, moi, j'ai grandi là-dedans. Tu vois, des trucs comme ça, des discussions comme ça, j'avais tous les jours, quoi. Je rentrais de l'école, je restais dans le magasin, j'entendais des trucs comme ça tout le temps. Donc c'est pour ça que j'ai toujours tendance à dire. Et c'est un peu des trucs que j'ai retrouvés en impro de théâtre. En impro, on dit souvent qu'il faut accepter la proposition de l'autre. Si t'en as un qui arrive et qui dit je suis un pirate, si t'es en face et que tu dis non, t'es Catherine Deneuve, chiant. Donc tu dis ah bonjour monsieur le pirate. Voilà, technique d'impro. Et quand quelqu'un, pareil, te dit un argument ou un truc, bon bah moi je pense que ça, c'est intéressant de le prendre en compte. Je vais même aller plus loin que ça. Des fois, je comprends, par exemple, les gens, la vision de l'islam, on va prendre un exemple, ça va être plus simple à expliquer. La vision qu'ils ont de l'islam, je comprends qu'ils aient peur. Des fois, j'ai dit à des gens, mais franchement, mais moi aussi, en fait. Si je pensais comme vous que ça va être un califat dans 6 mois et toutes les femmes seraient voilées, attention, hein, moi je serais contre. Hein. Mais du coup, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Je crois juste que ça correspond pas à la réalité. En tout cas, ou alors on m'a menti, ou alors il y a plein de gens du CNRS qui se sont réunis pour vraiment nous troller. Ou, comploter, ouais. Mais je dis souvent aux gens, mais je crois que je suis d'accord avec votre peur. Je suis d'accord, j'aimerais pas non plus que ça soit ça. Ouais, carrément. Et ça, c'est intéressant parce que quand tu suis les gens dans leur système de croyance, du coup, quand moi j'enquêtais sur l'extrême droite, des groupes comme ça et tout, quand tu vas dedans, tu te rends compte qu'eux, ils vivent dans un monde, mais waouh, c'est horrible. Ils sont persuadés qu'ils vivent dans un pays où il y a de la violence tous les jours, tout le temps, où il va y avoir des attentats, où tout le monde va être assassiné. Et c'est parce qu'on leur crée une narration qui leur dit ça. Oui. Et ils n'ont pas de raison de penser autrement. C'est tout à fait normal qu'ils aient peur. Je trouve ça même plutôt sain. Moi, j'ai passé pas mal de temps à dire aux gens, mais je suis hyper d'accord que si ça se passait comme ça, je serais le premier à dire, bah non, je veux pas de califat non plus, je te rassure tout de suite. Donc, mais là où c'est dur, c'est que tu arrives après avec les éléments factuels en leur disant, bah, sauf que non, sauf qu'il n'y a pas de plus en plus d'insécurité, sauf que c'est pas la faute aux immigrés, sauf que c'est pas la faute aux personnes musulmanes, machin. Et là, tu sens que c'est là où il y a le truc qui se fait pas, quoi, tu vois, où ton argumentaire, il n'arrive pas à défaire la réalité qu'ils ont construit avec des croyances
fausses, quoi, basées sur des fake news ou quoi. Alors, il y a un truc qui est intéressant quand même avec le racisme et ce que les gens disent. Ils vont souvent dire le problème c'est l'islam, il y a trop d'immigration, blablabla. Bla, 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 bla. Et ils vont toujours te citer les gens qui posent pas de problème, c'est les gens qui connaissent. Sauf leur épicier, sauf leur femme de ménage, sauf l'arabe du coin qui est sympa, sauf Youssef qui est venu réparer ma bagnole. Donc en fait, ils vivent dans leur réalité à eux. Ils n'ont pas de soucis avec l'immigration, les gens qui... Ils n'ont pas de soucis. Sauf qu'ils regardent la télé et on leur dit le souci c'est ça toute la journée. Moi dans le magasin de mes parents, les gens, ils venaient, ils disaient ouais ben quand même, avec ce qu'on voit comme insécurité, mon père il disait mais où? Et les gens ils disaient à la télé. Dans le village, l'insécurité c'était nous parce qu'on mettait de l'huile de vidange dans le pot de fleurs du voisin. Donc, ça faisait pas une émission sur CNews. Guillaume la menace. Voilà, je l'avoue aujourd'hui face caméra, c'était nous. Il l'avoue, ça y est, c'était lui. On le tient. Donc ouais, c'est la perception de la réalité. Donc moi je dis souvent ça aux gens. Enfin, je disais souvent ça quand j'étais après parce que je discutais pas mal avec les gens après une fois avoir coupé le micro quoi. Je disais non, enfin je suis d'accord avec vous si vous avez peur de ça. Je crois qu'il y a un truc de Louis C.K. qui dit sur l'avortement. Il dit les gens ils ont l'impression qu'on tue des bébés, donc c'est normal qu'ils soient contre. C'est vrai. Tu dis bah oui si l'avortement pour toi c'est tuer un bébé, je comprends que tu sois contre. En revanche, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Ouais, exactement. Une fois qu'on t'explique, mais après bon, eux ils vont pas t'écouter. C'est ça le problème, quoi, c'est qu'ils écoutent pas l'explication. Mais dans leur croyance, c'est ça le problème, c'est que dans leur système de croyance, ça fait sens. Et c'est extrêmement dur parce que comme tu dis, la télé fabrique la croyance, mais va débunker la télé à toi seul, quand bien même tu as les arguments. Moi, j'ai jamais réussi, tu vois. Enfin, souvent on me demande dans les interviews, mais est-ce que vous avez vu des survivalistes qui ont changé d'avis? Et je réponds toujours, bah en fait non, parce que les grands médias leur disent qu'on est de plus en plus en insécurité, que c'est la faute à un tel. Les politiciens leur disent la même chose. Et moi, j'arrive tout seul derrière avec les chiffres de l'insécurité, tous les éléments de la sociologie, de l'anthropologie, tout ça. Mais on me regarde et on me dit en fait non quoi, ça suffira pas quoi, j'ai pas assez de force pour changer un système. Oui mais toi t'as commencé par le boss de fin du jeu. Oui. Faut pas oublier qu'il y a toute une énorme masse entre les gens très politisés et qui ont un avis sur la question définitif et ceux qui pensent inversement mais qui ont aussi un avis définitif. Il y a tout un tas et c'est pour ça qu'on parlait en début d'entretien de ça, de ces gens-là qui sont indécis, qui peuvent te dire bah non, c'est vrai que Poutou, je l'aime bien parce qu'il a du franc-parler, mais je vais quand même voter Marion Maréchal Le Pen. Enfin, c'est plutôt ça, hein, je trouve, la réalité de la population. C'est des gens qui doutent, qui hésitent, qui savent pas, qui n'ont pas le temps de s'intéresser aussi, parce qu'ils ont les gamins à aller chercher à l'école, ils bossent, enfin, c'est compliqué. Nous, on a le luxe, tu vois, de passer pas combien de temps à tchatcher de ça, à se dire, ah oui, mais plutôt ça, puis peut-être des fois de se tromper et de dire, ah oui, je me suis trompé. Mais c'est un luxe incroyable, là, ce qu'on est en train de faire, que peu de gens ont, en vrai. Ouais, je suis assez d'accord, et même la lecture politique, l'exemple de tout à l'heure, oui, je le trouve très bon, hein, de la personne qui dit, je vais voter Dupont-Aignan ou Poutou. Moi, j'avais vraiment des gens en entretien, ils me disaient ça, quoi. Ah, je suis d'extrême gauche, je vote, tu vois, je vote Dupont-Aignan, je suis d'extrême gauche. Quoi? Ouais, bah, j'hésitais avec Mélenchon, mais quoi? Tu comprends pas, mais en fait, c'est parce que oui, aussi l'éducation politique, l'éducation à comprendre le monde et le système politique qu'on a à l'école, elle est quand même assez sommaire. On passe plus de temps à nous apprendre le théorème de Pythagore que le fonctionnement du Parlement, quoi. Et au bout d'un moment, bon, ça a tendance à impacter aussi notre lecture, hein. On n'est pas si fort en trigonométrie que ça. Et on est nul. On est nul en maths après. C'est ça qui est terrible. Bah écoute Guillaume, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait un peu le tour des sujets. Je voulais juste te demander peut-être en tout dernier, est-ce que tu pourrais nous recommander une musique ou un film ou une série, un truc un peu feel good qui te met de bonne humeur en ce moment? Vas-y, j'ai envie de te recommander le film que j'ai vu hier. Il s'appelle Lynx et c'est un mec qui va filmer des lynx dans la forêt dans le Jura. Okay. Et voilà. Et je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin de ce genre de film pour se dire ah oui, il y a des trucs à sauver et ces trucs à sauver, ils sont là. Et une petite chanson, parce que j'essaye de faire une playlist avec les chansons des invités. Petite musique peut-être. Je dirais une chanson de Guédré qui s'appelle Toutes des putes, qui est vraiment la chanson la plus féministe que je connaisse. Guédré qui est une humoriste avec qui t'as bossé, non d'ailleurs?
Ouais, elle est dans l'émission et c'est une chanteuse qui repart en tournée d'ailleurs. Tiens, je lui fais de la promo. Hmm. Et elle est vraiment très drôle et à chaque fois, j'adore les angles qu'elle prend pour aborder tel ou tel sujet. Elle a aussi une chanson vraiment très marrante qui s'appelle Tu as une bite, où elle félicite les mecs qui parlent de leur bite tout le temps en disant c'est formidable, voilà, bravo. Tout ça avec des solos de guitare et tout, c'est très drôle. Et ça m'éclate à chaque fois. Et c'est des gens qui arrivent à me surprendre encore. Pourtant, c'est des gens avec qui je bosse et que je connais depuis longtemps. Et qui arrivent à me surprendre encore. Je me dis, ah merde, j'avais pas vu ça comme ça. J'avais pas vu qu'on pouvait aborder Hmm. ce sujet-là comme ça. Donc, ouais. Ouais, ça tape fort et ça tape juste Guidry en général. J'aime bien moi Ouais, aussi. ouais, Je suis assez ouais. fan. Ouais. Bah écoute, trop bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était hyper intéressant. Tu peux demander. Là, il y a des gens qui réagissent en direct ou il y a des. Ouais, il y a des gens dans le chat qui réagissent en direct. Ouais. Est-ce que les gens sont chauds pour qu'on fasse le match retour sur Nova? Est-ce que vous êtes chauds les gens pour qu'on fasse le match retour sur Nova? Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais, les gens sont très chauds. Tu le savais qu'ils allaient dire oui. Eh ben voilà, oui, mais je demande quand même. Ouais, c'est le peuple. Le peuple a demandé. Ah là, t'as enflammé le chat, ça a pété. Allez, Boumi, il y aura match retour sur Nova. Ok. Et ça va être très bien. Très chaud, trop bien. Salut les gens et salut Mathieu, merci pour ton invite encore une fois. Merci encore Guillaume, ciao. Salut, ciao, ciao.